créateurs d'entreprises qui durent sont des héros des temps modernes. Je m'appelle Jean Barluet, développeur de business et passeur d'histoire. Je roule sur un quart nord-ouest de la France à la rencontre des patrons de boîtes. Avec le podcast Small is Beautiful, nous irons écouter chez eux ces entrepreneurs qui nous racontent les premières années de leur entreprise, les premiers contrats, clients, fournisseurs, toute la fragilité et l'excitation des débuts. Eh bien bonjour, je suis aujourd'hui avec Victoria Soubran. Victoria, tu nous reçois dans cette maison au Ménil-Lénard pour qu'on puisse échanger au sujet de ton parcours et de Maison Castille, la société que tu as fondée et que tu vas nous raconter. Avant d'en arriver à Maison Castille, Victoria, j'aimerais que tu puisses nous raconter toi, ton parcours, si tu as fait des études éventuellement, quelles étaient ces études. Par la suite, quels ont été, si tu en as eu, tes premiers jobs salariés, potentiellement, qu'est-ce qui t'a déclenché pour te lancer à ton compte. Et puis une fois que tu as pris la décision, toute l'exécution de la décision de la Maison Castille, l'idée, la création, toute la solitude que tu as dû ressentir, parce que souvent on se sent un peu seul dans les premiers moments. Maison Castille aujourd'hui, ce que ça fait, comment ça fonctionne, ce que ça distribue, ce que ça vend, ce que ça produit même, si j'ai bien compris. Maison Castille dans le futur, à 1, 2 ou 3 ans, et puis après quelques questions perso, et ce sera le moment de nous quitter. Victoria, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors déjà bonjour Jean, bonjour à tous. Oui, je suis Victoria Soubran, j'ai 33 ans. Je suis la maman de 3 enfants. Voilà, j'ai fait des études d'architecture d'intérieur à l'origine. D'accord. À Paris. Où ça ? Après un bac éco. Créapol. D'accord. Qui est une école d'art, de design. Et en fait, je n'ai jamais fait ce métier. D'accord. À la sortie de mes études, ma priorité, c'était de revenir à Rouen. Je ne pouvais plus de Paris. T'as fait combien de temps à Paris du coup ? J'ai fait 3 ans. Ouais, t'as pas croché ? J'ai détesté la vie parisienne. Et j'ai rêvé de me remettre au vert. Et donc, en fait, je voulais faire ce métier, mais c'était déjà il y a un certain temps. Et je n'ai pas trouvé sur Rouen. Et la priorité pour moi était de travailler. Il fallait quand même pouvoir subvenir à mes besoins. Mmh. Et donc, j'ai pris un travail qu'on m'avait amené, qui était assez intéressant, mais qui était un peu lié à ce que je faisais. C'est pour ça que je l'avais pris aussi. Qui était une société qui s'appelait Magic, qui faisait du décor événementiel. Mmh. Mais c'était très spécifique, c'est-à-dire les vitrines de grands magasins ou tout ce qui est étalagisme, ou les décors ça peut aller d'un magasin comme Hamleys de jouets à Londres, en passant par un centre commercial comme les Docks à Rouen, tout l'univers de Noël qu'il va y avoir dans ces galeries. D'accord, là ils te donnent les clés une fois qu'ils te disent carte blanche, vous vous débrouillez dans tel budget. Alors en fait, moi, mon boulot au début, ça a été d'aller fabriquer les décors, et puis après je suis partie sur le terrain où j'ai vendu les fameux décors, et après j'allais les poser avec les équipes. Et ça a duré 1 année. C'était intéressant parce que je trouve que toute expérience est bonne à prendre. Ouais. Après, c'était épuisant parce que c'est un travail où en fait, la période était intense pour les fêtes parce que c'était le gros du chiffre. Mmh. Et on dormait pas. D'accord. On dormait pas. Et voilà, mais après, c'était super parce que j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai pu un peu appliquer ce que j'avais appris. Et voilà, et j'ai surtout pu développer ma fibre commerciale que je n'avais pas du tout en ayant fait des études d'architecture d'intérieur. Ben non. Et puis c'est ce qui m'a amené gentiment vers la suite, où en fait j'ai pris conscience que ce que j'aimais, c'était en effet le décor événementiel, et notamment pour ce qui était les réceptions privées, donc les mariages, ce type de choses. Donc après, mon objectif a été de rentrer chez un traiteur pour pouvoir approcher l'univers du mariage. D'accord. Et donc c'est ce qui s'est passé. Alors vas-y, raconte. J'ai eu la chance après de passer chez Érisée, qui est un traiteur, qui est connu dans la région, tout à fait. Qui est un gros traiteur normand. Et d'y passer 8 ans, et à différents postes, et notamment Alors au début, j'ai fait beaucoup l'armée, bizarrement. Okay. Et ça n'avait rien à voir avec le mariage, mais je me suis éclatée parce que c'était des gens très rigoureux. Travailler avec ces gens-là, c'était carré, c'était organisé. Moi, je suis assez comme ça, donc ça me plaisait bien. Il n'y avait pas le droit à l'improvisation, et ça me plaisait parce que moi, quand je faisais quelque chose là, avec eux, c'était parfait, quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'entre ce qui était marqué sur la feuille A4 du Voilà. planning et l'exécution réelle, l'armée, ça bloque pas, quoi. Exactement. Et on a intérêt derrière à assurer dans le sens où eux l'ont souhaité. Mais ça, pour moi, c'était très intéressant parce que dans l'événementiel, faut toujours avoir un plan B, mais faut néanmoins se tenir au plan A. Ouais, Et ok. voilà, et il faut pas que ça se voit si on est passé au plan B. Et ça, c'est une très bonne école. Et par la suite, donc j'ai été un peu madame mariage. J'ai géré pendant plusieurs années une clientèle de mariage où j'en faisais des dizaines, des dizaines et des dizaines. Je ne sais plus par an, je montais à plus de 100, enfin c'était énorme. Et ça, c'était assez intéressant parce que ça permettait de découvrir des lieux magnifiques. Et Ouais. moi, je viens quand même à la base de la décoration et c'est de l'archi d'intérieur, donc ça c'est un truc qui m'a plu. Et puis, c'est un moment qui est joyeux pour les gens, donc Oui. on travaille dans une bonne ambiance. Après, personnellement, je suis un peu lassée parce que les gens ont tous l'impression de demander quelque chose de nouveau et en fait, on fait tout le temps la même chose et moi, ça devenait lassant pour moi. Répétitif, du coup. Voilà. Ouais. Et donc, ça a été une super expérience. J'ai pu finir par 2 ans chez eux à diriger un établissement qui était situé au Golfe à Mont-Saint-Aignan, Mhm. où donc il y avait un restaurant et une partie lieu de réception pour faire des événements alors, en lien avec le golf, mais pas que, des séminaires, des mariages, pareil, un peu de tout. Et puis en fait, je pense que c'était alors, pareil, hyper intéressant parce que j'ai géré des gens, j'avais une équipe, tout ça. Mais en fait, je me trouvais toujours pas et surtout, je m'épuisais parce que c'était le week-end, c'était le soir, c'était tout le temps, quoi. Mm. Et c'est un endroit qui ne ferme jamais. Donc, je me suis dit, je commençais déjà à réfléchir à autre chose. Et puis, en fait, j'ai eu l'occasion de prendre une porte de sortie. Ouais. J'avais à ce moment-là 2 enfants. Et puis, j'en ai discuté avec mon mari, bien sûr. Mais je me suis dit, il faut que je l'apprenne parce que c'est maintenant. Ou sinon, déjà, je pense que je vais vers le burn-out. Ou sinon, il se passera quelque chose. Mais je sais pas, mais j'avais besoin d'air. Et donc, je suis partie. Mhm. Je me suis posée pas très longtemps. J'ai fait tout de suite mon 3e. Mhm. Pendant toute l'année, enfin la durée de ma grossesse, jusqu'à 3 jours avant d'accoucher, j'ai fait une formation pour m'améliorer en anglais, parce que j'étais mauvaise et je suis toujours pas très bonne. C'est toujours pas ça. Mais Ok. au moins, j'ai essayé. Ok. Non, je pense que je serai bonne le jour où j'irai vraiment m'installer là-bas. Mhm. Et puis, en fait, forcément, 3e enfant, ça demande un peu de boulot. Donc, j'ai pris le temps quand même de faire mon congé maternité avec celui-ci et d'en profiter un peu parce que je savais très bien qu'il n'y en aurait pas d'autres. Mhm. Et même si dans ma tête j'avais toujours voulu 4 enfants, le 3e, force a été de constater que c'était déjà bien. Ça t'a calmé. Ouais. Et puis après, j'ai commencé à repasser des entretiens parce que je ne me voyais pas du tout rester. Je suis pas quelqu'un, j'adore mes enfants, mais j'aime bien m'accomplir moi. Ouais. Et je me suis dit, au départ, retourne bosser parce que c'est bien d'être salarié, c'est confortable, tu auras des vacances, tu travailles. Enfin, alors, en voulant retravailler, je voulais aussi plus faire la même chose. Donc, ça voulait dire trouver un métier qui avait rien à voir. Mhm. Donc, j'ai commencé à regarder, ça prête à rire, mais dans la banque. D'accord. Et j'ai passé des entretiens, j'ai passé plein de tests. Et à chaque fois, j'ai été prise. Et en fait, j'ai dit non. Parce que je me demandais ce que je faisais là. D'accord. Et ça m'a juste rassurée de me dire, mais si t'es capable de passer des entretiens dans quelque chose que tu faisais pas et d'avoir les entretiens à chaque fois, enfin d'obtenir les postes, c'est que tu peux certainement, toi, te relancer. Enfin, tu n'es pas nul, quoi. Bien sûr. Et ça a été le déclic quand j'avais, en fait, qu'on me disait oui et on m'emmenait je sais pas où et de me dire, tu auras une vie bien rythmée. C'est contradictoire, mais je suis quelqu'un de très organisé, mais je suis une créative aussi et il faut que ce que je fasse, ça me fasse rêver. Enfin, et donc, finir à 16h et commencer à 9h tous les jours et rebosser aussi le samedi, parce que quand même en banque, souvent, ils travaillent le samedi. Je me suis dit, c'est pas dingue. Et puis toi, depuis longtemps, tu pensais te lancer. Et là, finalement, est-ce que ce serait pas le bon moment ? Parce que j'avais été licenciée, j'avais aussitôt eu mon enfant, donc j'avais pas utilisé vraiment mes droits. J'ai un peu de temps devant moi, est-ce que c'est pas le moment de créer un projet ? T'en as toujours rêvé. À savoir que mon père, en plus, moi j'ai baigné dedans, mon père a toujours été chef d'entreprise, il a eu plusieurs entreprises, il a toujours il s'est toujours lancé dans un truc un peu fou, et plein n'ont pas marché, mais certains, oui, heureusement, ont marché. Et j'avais ça en moi, et je me suis dit, voilà, de toute façon, tu n'auras pas de 4e enfant, donc être à ton compte, c'est pas une mauvaise idée. Et puis finalement, ce sera peut-être ton 4e enfant.
D'accord. Voilà. Oui, la boîte. Ma boîte. Le projet. Et j'en ai parlé vite fait avec mon mari et il m'a dit ouais, moi je veux bien, mais franchement, il faut que l'idée elle soit bonne, quoi. Mhm. Et puis j'ai réfléchi à plein de choses. Et puis est venue la ballerine, chose que j'ai portée pendant des années, des années. J'en ai eu des collections. Je crois même encore qu'aujourd'hui j'en ai encore beaucoup. Et en fait, je me suis dit, mais c'est une chaussure, elle est super sympa, mais elle est pas. Enfin, aujourd'hui, j'en trouve plus. C'est pour ça que j'en mettais plus. Je me demandais aussi pourquoi j'en mettais plus. Mhm. J'en trouve pas des jolies. Sinon, c'est chinois, c'est du plastique. Sinon, c'est français, c'est des marques comme Repetto, qui est la seule d'ailleurs marque à fabriquer en France. C'est 200 € la paire. Moi, 3 enfants, j'ai plus les moyens. Ouais. Donc, et puis en plus, elles sont pas confortables, elles sont pas de qualité, plus que ça pour en avoir eu. Enfin, je me suis dit, il y a peut-être un truc là, parce que c'est quand même une chaussure, c'est un classique, quoi. La mode, c'est indémodable, c'est intemporel, il n'y a pas d'âge pour en porter. Alors, même si aujourd'hui on en voit moins pour une autre raison, c'est vrai que les sneakers sont vraiment arrivés sur le marché. Mais néanmoins, la ballerine, à un mariage, on est super contente d'avoir sa petite paire de ballerines en fin de soirée parce que c'est encore habillé et puis on a pas mal au pied. Pour aller travailler, il n'y a pas de talons, donc c'est pareil, c'est habillé, c'est joli. On peut courir dans le métro. Enfin, et puis quand on a 3 enfants, on court partout. Et c'est super pratique aussi. Bien sûr. Voilà, donc je me suis dit, en fait, il y a peut-être un truc à faire sur ce produit si tu le fais en France. Et il n'y a pas beaucoup de marques qu'on fabrique. Les seules marques qu'on fabrique, c'est soit du produit multimarque en chaussures, et il y en a toujours une qui existe dans les collections. C'est pas pour rien d'ailleurs, ils en ont toujours. Mhm. Mais il n'y a pas de marque à part Repetto qui soit spécialisée là-dessus et qui fabrique en France. Bien sûr, il y a des marques de ballerines, mais françaises, il y en a très peu. Pourquoi tu voulais absolument que ce soit français ? Parce que je me suis dit, c'est simple, si tu te lances dans quelque chose, que c'est un produit, faut penser dans la décennie qui arrive, qu'est-ce que les gens vont vouloir. Et moi, j'ai eu aussi 3 enfants, qu'est-ce que je vais leur laisser demain. Donc, moi-même, je fais hyper attention, je pense maintenant, ce que je ne faisais pas il y a peut-être 15 ans, hein. Mais à ce que je consomme, comment je le consomme, pourquoi je le fais. Enfin, et je me suis dit, il faut que j'aille dans cette logique. On a toute une génération qui arrive, où, pourtant je suis pas si vieille, mais dans ce moment-là, on se sent un peu vieux déjà, qui nous dit, vous êtes nuls, vous avez trop consommé, voilà ce que vous nous laissez. Et je me dis, non, si j'entreprends, il faut que ce soit logique, il faut que ce soit durable, il faut que ce soit responsable, solidaire. Et sinon, je ne me serais pas lancée d'ailleurs, je pense. Donc voilà, je me suis dit, et puis surtout qu'en plus c'était un produit qui existait déjà, mais vraiment pas fabriqué en France. Donc il y a plein de marques que je pourrais citer où tout est fait soit en Portugal, soit en Espagne, soit en Italie, mais en France jamais, quoi. Pas en France. Ok. Voilà. Donc si j'ai bien compris, tu fais des études donc d'abord de décoration d'intérieur, donc rien à voir avec ton activité aujourd'hui. C'est ça. Pendant plusieurs années à Paris, Paris te plaît pas à vivre parce qu'il n'y a pas assez de verdure, pas assez le mode de vie qu'on peut avoir chez nous. Ouais, c'est surtout qu'à Paris on court tout le temps. On court tout le temps. Et on suit les gens bêtement. Enfin, moi, je me rendais compte dans le métro le matin. Bien Je fais sûr. toujours du même côté dans l'escalator. Ouais. Les repères, c'est une vraie fourmilière. Et en fait, Oui. je me suis dit, le métro boulot dodo. Moi, je ne vais pas me réveiller un matin en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années, quoi. Alors, moi, j'ai vécu 10 ans à Paris et en fait, l'année et demie que j'ai passé en métro, j'ai trouvé Paris détestable. Après, j'ai vite acheté un vélo. Ah oui. Et j'ai fait tout en vélo parce qu'en fait, il pleut moins que chez nous à Paris. C'est assez marrant. C'est vrai. Il pleut beaucoup, beaucoup moins. Et le jour où j'ai découvert le vélo dans Paris, ça a levé tous mes freins parce que d'abord, tu profites physiquement de la ville. Tu te déplaces, tu vois les choses. Moi, j'aurais pas pu. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en archi d'intérieur, on se promène avec des cartons à dessin gigantesques. Bien sûr. Alors, sur le dos, ça aurait été trop large, ça aurait été dangereux. Enfin, ça aurait été compliqué à accrocher. Ouais. Et je me fais la réflexion d'ailleurs que personne ne faisait de vélo dans l'école parce qu'en fait, on était tous avec des maquettes, des trucs qu'on déplaçait. Ouais, qui sont pas possibles. Déjà, le métro, c'était l'enfer, mais non, ça aurait pas été possible à vélo. Mais c'est vrai que, à mon avis, c'est plus sympa. Tu profites différemment de la ville. Elle te paraît moins glauque en fait. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, moi, je prenais vachement le bus plus que le métro parce que le métro, et encore, j'avais la chance, c'était la ligne 14, donc elle était bien. Ouais. Mais le bus, c'est sympa parce que moi, pareil, le bus, à l'arrière, j'aimais bien, on visite. C'est joli, on profite de la ville. Sinon, on n'en profite jamais. Donc Paris, squeezé au bout de la fin du cursus d'études. Tu reviens en Normandie, un petit peu une boîte pendant 2 ans où tu fais un peu d'agencement, décoration de magasins, de vitrines, de trucs, qui te switch chez Erizet, qui est un peu connu, qui est réputé pour un caractère pas forcément toujours évident d'ailleurs. Le père Erizet, non, c'est pas... Alors, il y a le père, enfin il y avait le père, il y avait le fils. Ouais. C'est le fils. Le père, malheureusement, est décédé il y a quelques années.
Moi, je Ça a me suis été... toujours bien entendu, ça n'a pas été un souci. Le fondateur, qui était le père, Jacques, ouais, c'était un caractère. Mais de toute façon, c'est un univers, Ouais, qui est la raide. cuisine. Ouais, c'est dur. Ouais. Je pense, voilà, enfin, moi, je l'ai même vu dans mon dernier poste où j'avais le restaurant à gérer, le chef en cuisine. C'était quelqu'un d'adorable, mais avec un caractère. C'est un métier, je pense, Ouais. où voilà, ils sont beaucoup à être comme ça. Ouais. C'est peut-être en train d'évoluer, par contre. Alors, c'est peut-être en train d'évoluer. Ouais. Mais en tout cas, c'était une bonne école. Ouais, C'était une bonne école, ouais. Parce que 8 ans, ça fait quand même... Ah oui, oui, c'est pas rien, ouais, ouais. Ouais. Mais non, c'était une bonne école. Après, voilà, c'est une carte de mon CV, on va dire. Ouais. Il y a des choses à en retenir, d'autres pas. Je regrette jamais rien. Moi, je pars de ce principe. Et donc, chez Erisé, tu fais un peu d'encadrement de management aussi, d'après ce que tu dis? À la fin, surtout, ouais. À T'avais la une fin. équipe à gérer? Ouais, j'avais, je sais plus, on était combien, 6, 7 à la fin. Ouais. Et puis aussi sur les événements, parfois, on a géré, quand, par exemple, j'ai fait, quand je travaillais avec l'armée, j'avais fait le salon du Bourget. Plusieurs années, j'avais remporté l'appel d'offres pour tenir le chalet VIP de l'armée de l'air. Ouais. Et donc là, c'était génial parce que c'était la première fois qu'Érisé en plus y allait. J'étais trop fière d'avoir obtenu ça. Et en fait, on a amené du personnel, mais l'armée nous fournissait aussi du personnel. D'accord. Donc c'était des gens qui faisaient de la restauration pour l'armée de l'air, qui venaient sous nos ordres, en fait, faire le travail avec tout. Et ça, c'était super parce que le chalet VIP de l'armée de l'air, déjà, c'est le mieux placé du Bourget. Tous les jours, on voit les spectacles aériens, c'est juste magique. Et puis, on voit des gens passer extraordinaires. Et puis bon, après, moi j'étais jeune à cette époque-là, mais bon, j'étais complètement dans le Top Gun. Moi, ça me faisait halluciner, quoi. Je rêvais un peu, quoi. J'étais célibataire en plus. Ah oui, d'accord. Non, mais c'était super donc tu sympa. pouvais approcher les pilotes de chasse. Ouais, alors après, c'est même pas que les pilotes de chasse, c'est toutes les personnes sont super sympas. Les pilotes de chasse, ça se voit, ils sont souvent petits. Ils sont pas très grands. Ah, je savais pas ça, bah ouais, les cockpits, c'est pas grand. Donc, ils sont pas très, très grands. Donc, moi qui suis grande, c'était pas forcément. Mais en tout cas, c'était sympa parce que j'ai pu monter dans des avions. Alors, j'ai pas eu l'occasion de voler. Mais en fait, on nous avait tellement bien intégrés qu'on faisait plein de choses, quoi. D'accord, ok. Donc, c'est pour ça que je dis ce boulot, il m'a quand même apporté beaucoup de choses. Il m'a fait rencontrer des très belles personnes et puis faire plein de choses différentes. Et c'est ce qui est quand même sympa dans ces métiers-là. On n'est pas tous les jours dans notre routine, à notre bureau, à voir les mêmes gens. Oui, 9h, 18h. Voilà, il n'y a pas d'horaire. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un facteur où quand je m'étais dit, je vais retrouver un travail, me retrouver avec des horaires, mais c'est un truc, quelque part... Le positif d'avoir des horaires, c'est comment on sait qu'à telle heure on est libéré. Le négatif de ne pas en avoir, c'est qu'il n'y a jamais de limite, mais il y a un juste milieu. Et je voulais pas me retrouver en tout l'un ou tout l'autre. Et là, je me suis dit, bon, c'est aussi pour ça que se mettre à mon compte, ça me permettait de faire mon emploi du temps. De dire, j'ai un mari qui est très pris. Et de me dire, s'il me dit ce week-end, on part parce que j'ai posé le lundi, lui dire, ouais, je peux. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Et pas dire, non, j'ai ceci, non, j'ai cela, je travaille le dimanche. Voilà. Ouais, je comprends. Donc, Érisé finit au bout de 8 ans. Le troisième enfant qui était un prétexte finalement à te réorienter, à te réorganiser. En fait, c'est un peu ça. Ouais, bien sûr. Et donc, alors, t'es sous quel format? T'es au chômage à ce moment-là ou... Ouais. Ouais, d'accord. Donc, tu perçois le chômage pendant ta grossesse? Non, je suis en congé maternité. Comme ça, un troisième, c'est super long le congé mat. Ah oui, tu fais le troisième chez Érisé. Non, en fait, je pars, je suis licenciée, donc je pars avec le chômage. D'accord. Et je tombe enceinte aussitôt, ce qui fait que quelques mois après, j'utilise très peu de mon chômage, je me retrouve quelques mois après enceinte. Ah, c'est que tu bascules de chômeuse à congé mater. Un congé maternité, en fait, vient couper la période de chômage. Ok. Il reste encore ça, c'est déjà sympa. Non, bien sûr. Voilà. Et ce qui m'a permis de profiter de mon congé maternité pour moi déjà réfléchir aussi au travail. Bien sûr. Avant de repartir avec mes droits. Et donc à naissance plus 3 mois, tu rebascules dans le statut chômeur. C'est plus que 3 mois parce que c'est un troisième. Troisième, oui, exact. Oui. Donc je sais plus combien c'est, mais c'est franchement, il y a au moins 4 mois derrière, au moins. Ouais. C'est au moins, je sais plus combien c'était, plus de 2 mois avant. Au total, j'ai eu plus de 6 mois entre. Donc, j'avais pas consommé grand-chose. Et puis, bon, à savoir, à l'époque, j'étais partie aussi comme c'était un licenciement économique, où j'avais profité en fait qu'ils licenciaient des gens à ce moment-là sur cette partie-là. J'étais partie en CSP, ce qui fait que pendant une année, on a la priorité à la formation. Et quand on n'est pas censé, entre guillemets, c'est ce qu'on nous fait comprendre, trop chercher du travail, mais aller se former. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Donc, j'ai fait ça et j'ai glissé mon congé mat dedans. Et voilà, c'était ce qui m'a permis aussi d'aujourd'hui d'avoir encore des droits et surtout de pouvoir me dire, je me lance.
je mets tous mes fonds propres, mais j'ai pas besoin de savoir si je vais pouvoir me payer à la fin du mois. J'ai ça, et ça, c'est vrai que le Pôle emploi, entre guillemets, là-dessus, Ouais. permet, et je pense que surtout la loi Macron a vachement aidé là-dessus pour qu'on puisse utiliser ses droits pour être créateur d'entreprise. Ce que je trouve intelligent, parce qu'on est peut-être les futurs... on va peut-être embaucher les gens demain, donc c'est créateur d'emploi, quoi. Ouais, non, mais tout à fait. Alors, on a l'habitude de dire dans le milieu un peu des startups notamment que la première entreprise de capital venture en France, c'est le Pôle emploi, hein, parce qu'avec les 15 mois de salaire que tu peux avoir avec eux, Bien sûr. c'est le premier fonds d'amorçage en fait, au fait ça. de lancer ta boîte. Donc ça, je partage ça à fond. Donc l'idée te vient pendant ta grossesse, pendant que tu as donc devant toi aussi un horizon de revenus garanti par et le congé maternité et le Pôle emploi. C'est ça. Et là, tu as l'idée de Maison Castille en disant tiens, il faudrait peut-être commencer en à fait, revoir la ballerine. L'idée, je l'ai dès que je passe les entretiens. Tu fais la de banque, lancer une boîte, ouais. La banque te confirme que tu peux plus retourner dans le salariat traditionnel. Non, je sais pas, j'ai un déclic et je me dis, j'avais déjà eu l'idée, mais j'avais 19 ans, de me dire je lance une boîte. Puis je l'avais pas fait. C'était dans l'univers du mariage pour le coup. Et en fait, je pense que j'avais eu ça en moi depuis longtemps, mais j'avais jamais eu l'opportunité. Et là, elle s'est présentée. Ouais. Et je me suis dit, c'est maintenant en fait. C'est maintenant, parce que si tu repars dans autre chose, moi, je me voyais pas en plus créer une entreprise avec forcément déjà une activité professionnelle. Mmh. Parce que si c'était ce que je savais faire, c'était de l'événementiel, et j'aurais jamais dégagé de temps, fallait pas se leurrer. Et même si on m'avait dit tu fais un 80% ou un mi-temps parce que tu as des enfants, tout le monde le sait, des enfants ça prend énormément de temps. Ah oui, bien sûr. Donc en fait, les femmes qui travaillent à 80%, les 20% qui restent, c'est pas pour aller monter une boîte souvent ou aller faire leur sport ou j'en sais rien, c'est pour leur quotidien à domicile, avec leur intendance. Donc c'est pour ça que je me suis dit, l'opportunité elle est tout de suite en termes de temps. Si tu le fais, c'est maintenant. Et puis en plus, je me suis dit, t'es jeune, t'as rien à perdre. Puis comme me disait aussi mon mari qui m'a carrément soutenue, si tu te plantes maintenant, c'est pas grave, quoi. Toute la vie pour rebondir. C'est pas la même chose de se planter à 30 qu'à 60 où on peut tout y laisser. On n'aura plus forcément l'opportunité de reconstruire autre chose. Moi, là, j'avais tout devant moi. Donc, l'idée te vient de la ballerine. Ouais. Alors, vas-y, raconte. Donc, la ballerine, parce que, comme je disais juste avant, j'en avais beaucoup porté, j'en trouvais plus. Et puis, j'ai commencé à en parler à mon mari qui m'a dit mais ça carrément. Je lui dis juste accessoirement, je suis pas de la chaussure ni de la mode. Il me dit non, mais c'est bon, te concernant, c'est un univers artistique, tu vas y arriver. Et je me suis dit bon. Et puis, autour de moi, j'ai commencé à demander. En parler. Et puis, ce que les gens pensaient. Et tout le monde m'a dit non, mais c'est une super idée, c'est super toi. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que tu risques ? Vas-y, quoi. Donc, j'ai décidé de me lancer. Ça a été une année hyper compliquée. Donc, j'ai démarré à l'été 2018. Et ça a été une année compliquée parce que je me suis investie vraiment à 200% que là-dedans. Mais je n'étais pas de ce milieu. D'accord. Et le milieu de la mode, c'est hyper dur à intégrer. D'accord. Et puis, il ne s'agissait pas de les fabriquer toute seule dans mon petit coin, d'aller... voilà, c'était pas un hobby. L'idée, c'est quand même de créer une société, une marque qui est domaine renommée. Donc, il a fallu... donc, ce qui m'a beaucoup aidée, parce que je savais déjà dessiner, c'était de pouvoir présenter des choses et de pas arriver en disant, en fait, je pense à ça, mais je sais pas vous le montrer. Et voilà. Donc, déjà, de se faire ouvrir les portes des fournisseurs ou des fabricants quand on n'est pas du milieu, quand on n'est pas conseillé par, qu'on n'a pas été sur des salons professionnels. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que tant que la société, elle n'est pas créée, on n'a pas le droit d'aller sur les salons professionnels, mais on ne peut pas rencontrer les gens. Frapper à leur porte, faut-il déjà savoir où est leur porte. C'est pas comme ça sur Internet, en 2 secondes, on trouve... je sais pas, fabricants adaptés, ouais. Voilà, de talons, de semelles, de machin, truc. Et tout ça, ça m'a pris énormément de temps. Le modèle en lui-même qui existe aujourd'hui, il a été rapidement dessiné, j'avoue, je pense qu'en même pas une semaine, il était fait. Donc ça, tu fais comment ça, que tu t'installes à ton bureau avec ton PC, un crayon, un bloc-notes En fait, je m'installe juste avec mon bureau, du papier, je ressors mes affaires d'archi. Ouais. Et je redessine. Je ressors les feutres, les pantônes, tout ça. Donc ça, j'imagine que c'est un plaisir, non Mais ça, en fait, il y a quand même eu ce moment de la feuille blanche, en train de se dire, mais
waouh, j'ai pas dessiné depuis très 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 longtemps, juste pour faire des canards à mes enfants, mais voilà. Ouais. Et est-ce que tu vas savoir retenir un crayon? Et en fait, j'ai ressorti mon book Ouais. d'archi et je me suis dit, quand même, tu savais bien dessiner, il n'y a pas de raison, quoi. Ça devrait revenir, c'est comme le vélo normalement. Bah, c'est pas loin de ça. D'accord. Je dis pas que ce soit parfait, mais franchement, je me suis un peu étonnée moi-même. Et j'ai sorti un dessin en essayant de. Donc j'avais fait une petite étude de marché quand même pour vérifier qu'il y avait une attente. Et l'attente, elle était là. Et ce qui était génial, c'est que c'était une attente qui n'était pas avec une cible précise. Alors c'est aussi risqué quelque part, mais ma cible, je dirais pas, en fait, c'est la femme de 30 ans, dynamique, mère de famille. Rien à voir. Ma cible, elle va de 25 à... Franchement, j'ai même pas de limite. J'ai des femmes de 70 ans qui sont mes clientes, qui achètent des chaussures. Enfin, D'accord. les femmes vieillissent bien aujourd'hui, donc c'est vrai qu'elles portent longtemps des jolies chaussures. Bah oui. Et donc, je me suis dit, il y a une demande sur... donc, j'avais demandé aux gens qu'est-ce qui ne va pas pour ceux qui n'en portaient pas, pour dire, je vais peut-être aussi étendre... Ah, donc tu as fait une étude de marché avant, c'est ça? Tu consultes des avis oui, auprès de la première chose que je consommatrices? fais, c'est une étude de marché. En même temps que je commence à chercher comment je peux faire, c'est une étude de marché que je rédige rapidement en disant, je l'envoie en fait en questionnaire en ligne et puis je la fais partager. Puis j'arrive à faire des sondages comme ça. Tu l'envoies à qui? Par quel biais en fait? Les réseaux sociaux. D'accord. Et puis, j'en parle aux gens, puis je leur envoie le lien par mail, et puis eux-mêmes le partagent. Enfin, ça a été assez rapide. D'accord. Voilà, puis ça m'a donné quand même une bonne ligne à suivre, et puis surtout tous les défauts que le produit pouvait avoir actuel, Mhm. moi me dire, non, il ne faut pas reproduire ça, donc on va écouter les gens. Et puis de savoir si le Made in France avait vraiment une plus-value aussi. Ouais. Et ça, je me suis rendu compte que oui. D'accord. Les gens étaient quand même prêts à mettre un peu plus pour du Made in France. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. Ok. Voilà. Si le produit était bien sûr de qualité, enfin tout ça, ça rentre, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et puis ensuite, moi, c'est aussi ça où je me suis dit, tous les gens qui n'en portent pas, beaucoup m'ont dit, moi, j'en porte pas, c'est trop plat. Ou c'est pas confortable, c'est trop à même le sol, c'est pas solide. Enfin, j'ai eu plein d'arguments. Et puis je me suis dit, l'idée va être de retravailler tout ça, donc de garder l'esthétique d'une ballerine, mais qui soit pas plate. Ouais. Ce qui était compliqué parce que le principe d'une ballerine, c'est que c'est plat. Ouais. Mais donc j'avais réussi, grâce à mon dessin, à intégrer le talon sans qu'il se voit, le confort. Donc là, il fallait un peu rendre plus épais la semelle, quoi. Surtout la douillette intérieure, qu'à l'intérieur, elle soit plus épaisse aussi. Ouais. Et puis qu'elle soit durable. Donc, qui dit durable, souvent la ballerine, c'était des chaussures fragiles, vu qu'elle était à même le sol. Oui. C'était des chaussures qui n'étaient pas doublées. Oui. Donc là, je me suis dit, il faut qu'elle soit doublée pour tenir dans le temps. Et puis, qui dit responsable et durable aussi, c'est-à-dire qu'on doit la garder longtemps pour montrer qu'elle est solide et puis qualitative, et puis pour pas en acheter une paire tous les 3 mois. On doit pouvoir la réparer, parce qu'aujourd'hui, souvent, la moitié des chaussures, les gens les jettent, mais on oublie qu'il y a un métier qui s'appelle les cordonniers, qui sont là pour que votre produit vive longtemps, et s'il est de qualité. Oui, bien sûr. Donc, il fallait la penser aussi pour qu'elle soit réparable. Mhm. Et donc, aussi dans cette logique, bien sûr, qu'elle soit durable. Et puis, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'avais autant de ballerines aussi? Parce que, au-delà du fait que je craquais vite sur cette chaussure, on en a une bleue, on en veut une noire, on en a une noire, on en veut une rouge. Mais elle a le nœud noir, mais j'aurais bien aimé qu'elle ait le nœud bleu aussi, alors que ça va être la même au rouge, et c'est juste la couleur des nœuds qui vont changer. Et je me suis dit, c'est pas très écologique, ça prend vachement de place dans les dressings, on achète plein de trucs qu'on met une fois, enfin... Et je me suis dit, faudrait que ta chaussure, elle puisse aussi avoir quelque chose qu'avec une paire, tu puisses en faire plusieurs. Donc c'est économique, on produit moins, ça dure plus longtemps, enfin il y avait... Voilà, et donc c'est cette idée où j'ai rajouté le fait que les décors qui puissent s'apposer puissent changer, avec un nouveau concept qui ne soit pas les clips qu'on connaissait, qui étaient des petites pinces, non seulement qui abîmaient les cuirs, mais qui en plus faisaient souvent, selon là où ils sont, font un peu mal aux pieds. Je me suis dit, il faut que la chaussure elle soit équipée de quelque chose où ça ne se voit pas pour pouvoir mettre ce décor. Et au départ, j'avais réfléchi à différents systèmes, puis rapidement, en fait, c'est celui qui a été décidé maintenant, c'est celui des aimants. Qui tient très très bien en fait. Donc il a fallu faire tout sur mesure. Mais pareil, j'ai ébongé le net en long, en large, en travers pour trouver des fabricants, leur demander dans quelle quantité c'était possible, est-ce qu'ils pouvaient avoir du sur mesure, jusqu'où on pouvait faire de quelle force par rapport à la taille. Voilà, mais tout ça, ça s'est fait au final. Et puis une année après, j'avais trouvé le fabricant pour les chaussures, pour les aimants, pour les décors. Alors les décors, j'ai eu quelques problèmes derrière. Qu'est-ce que tu appelles les décors? Les décors, c'est les nœuds. Enfin, les nœuds, les bonbons, tout ce qu'on veut mettre dessus. Là. Ah oui, c'est-à-dire que
l'accessoire principal que on voit qui est le nœud Voilà. nécessite finalement plusieurs boîtes, celle qui fait le nœud en lui-même et celle qui fait l'aimant, oui, qui est pas la même. Oui, forcément, c'est pas la même. C'est pas Oui, la ok. même, c'est ça. Ok, j'ai compris. Oui. C'est ça. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, ça te fait quoi? Ça te fait au moins 3 fabricants différents? Ah, j'en ai plus que ça parce Ouais, qu'en plus que plus, ça. dans mon côté durable que je voulais, il y a eu aussi le fait des boîtes. Oui. Je me suis dit, mais en fait, on vend des chaussures dans des boîtes, mais c'est complètement dingue. La première chose qu'on fait tous, c'est jeter la boîte. Enfin, à moins qu'elle soit magnifique et qu'on en fasse une boîte à ranger je ne sais quoi, mais encore à conserver des bêtises. Je me suis dit, la boîte, franchement, c'est de l'argent pour le consommateur. C'est des arbres en paillaille qu'on fait tomber pour avoir du carton et faire ces boîtes. Ouais. C'est du stockage, parce que c'est le volume des boîtes, c'est pas rien. Et je me suis dit, non, il y a peut-être un truc à faire là-dessus, tout en sachant que quand on veut sortir un produit qui soit français, qui soit quand même de qualité, on peut pas dire aux gens, bah tenez, prenez votre paire et partez sans la boîte. Non, effectivement, ouais. Donc en fait, je me suis dit, je vais leur faire des pochons, toujours dans l'idée aussi que souvent on promène sa paire de ballerines, parfois pour les femmes qui sont très talons, qui en fin de soirée, dans un événement, veulent changer de chaussures, ou simplement parce qu'elles repartent en métro et que les talons, enfin, voilà, je me suis dit, il faut qu'elles puissent se promener, donc un pochon, c'est sympa, c'est joli, on les met dans la valise. Et donc j'ai fait faire des pochons, mais pareil, il fait que les pochons soient dans un coton Ecotex pour être durable, tout ça. Donc ça, j'ai eu un autre fournisseur pour les pochons. Sachant qu'il y a 2 tailles de pochons, il y a les pochons pour les ballerines et les pochons pour les décors. Donc à chaque fois que tu as une idée comme ça, tu googlises ton problème en disant à qui je peux m'adresser en France pour aller produire mon besoin. Alors, je googlise maintenant plus forcément. Je l'ai fait pas mal au début. En fait, je fais aussi marcher mon réseau dans les gens qui sont des créateurs autour de moi. Il y en a plein qui font déjà aussi. Enfin, là, j'ai une amie, elle fait des bijoux. Bah, forcément, elle a besoin des pochons pour les bijoux. Donc, je lui avais demandé. Et puis, souvent, on se donne comme ça aussi On se refile les bons plans, quoi. Ouais, un peu. Alors après, pour le coup, ça n'avait pas marché avec elle parce que c'est pas du tout les mêmes pochons pour des bijoux que pour des chaussures. Mais voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut parfois s'entraider entre créateurs sur la partie fournisseur. Donc moi, je l'avais. Il y a aussi le fait maintenant que j'ai une société, je peux aussi aller au salon professionnel. Donc on découvre les fabricants. Et ça, c'est pas du tout la même chose que passer. T'as une grande messe annuelle dans ton métier, non? Enfin, le salon de la déco, par exemple, pour la déco, c'est. Ouais, c'est mes objets, mais même mes objets, maintenant, je crois que je pourrais même moi-même exposer. Il y a un peu de tout. Je crois que ça brasse. Hein, ouais, maintenant, il y a tout. Ouais. Non, il y en a plusieurs. Bah, il y a le Wozneck, il y a pour la mode. Il y a le Première Vision, qui est hyper important parce que Première Vision, c'est tous les fournisseurs de matières premières pour la mode. Et donc, en plus de ça, il y a les tendances qui y sont. D'accord. Donc, moi, dans mon cas, il va y avoir des fabricants de cuir, en étanneur. Ouais. Peut y avoir, sur mes chaussures, il y a aussi un autre fournisseur que j'ai, c'est les petits rivets décoratifs à l'arrière qui ont le logo. D'accord. Donc, eux, je les ai trouvés en France, mais ils sont fabriqués en Allemagne, pour le coup, parce qu'on n'avait pas ça en France. Mais ils ont un site en France. Donc sur ce type de salon, on va trouver quelqu'un qui fabrique des fermetures, de tout en fait qui est lié à l'industrie de la mode. Donc il y a Première Vision, Wozneck, ça c'est vraiment la mode de manière générale. Moi j'en ai un qui est assez intéressant, c'est Crescendo. D'accord. Il y en a un autre d'ailleurs qui Crescendo, il a lieu en France, mais il y en a un très gros qui est à Milan pour la chaussure. Je suis en train de chercher son nom. Mais pour le coup, je ne l'ai pas encore fait parce qu'à chaque fois, c'est des déplacements, c'est des frais. Et je ne peux pas tout mettre partout. Mais Crescendo, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est tous les fabricants et toutes les marques de chaussures qui se réunissent pour présenter la collection de l'année suivante. Donc, il y est 2 fois par an, pareil, mars et septembre. Et on voit la collection qui va 1 an après pour que... En fait, ce salon, il sert à ce que les distributeurs viennent faire leur shopping. D'accord, ok. Donc, moi, je ne distribue pas. Mais néanmoins, ça m'intéresse parce que je vois, comme j'ai des délais plus courts dans ma production, je suis dans les temps pour pouvoir me dire ça sera has-been, ça ce sera pas. Oui, c'est-à-dire que toi, ça te donne l'inspiration pour les mois à venir. Ouais, et puis ça me permet de vérifier aussi qu'il n'y a pas quelqu'un qui fasse comme moi. Oui, accessoirement. C'est bête. Parce qu'il n'y a personne qui fait comme toi aujourd'hui? Alors, le coup de la personnalisation des chaussures sur le décor, non. D'accord. Je suis la seule. Y a une marque qui fait quelque chose qui ressemble, mais le système n'est pas le même. S'appelle Maléfique. Et puis qui ne fait pas que de la ballerine, en fait. Mais sur une marque qui fait que de la ballerine et le système, moi, tel qu'il est, il n'y a personne actuellement. D'accord.
T'as déposé un brevet pour ta déco qui Alors s'éclipse non, j'ai protégé ce que j'avais fait de manière classique. Maintenant, j'ai pas déposé de brevet pour la simple et bonne raison que je ne peux pas le breveter et de toute façon maintenant c'est trop tard. Pour pouvoir breveter, il faut le faire avant même que le produit n'existe. D'accord. Et ça coûte très cher. Et moi, je me suis dit, si je brevete et que ça, on va y venir, mais j'ai fait une campagne de crowdfunding. Si le truc se casse la figure en 2 secondes, Ouais. ça sert à rien. J'ai dépensé énormément d'argent pour rien. Et en plus, breveter, dans mon cas, à part protéger ce que j'ai fait, je peux le protéger, mais je peux pas le breveter. J'ai rien inventé. Dans le sens, moi, j'ai inventé une chaussure, certes, qui est confortable, qui a telle hauteur, avec un talon qui est dessiné comme ci, comme ça. Mais c'est du design et c'est pas une invention. Et le décor qui va dessus, c'est un peu l'histoire du crayon à gomme. En fait, le mec qui a inventé le crayon à gomme, il n'a pas pu le breveter parce que le crayon existait déjà et la gomme existait déjà. Il a juste eu l'idée de les mettre ensemble. Voilà. Ok, donc t'as fait une enveloppe solo ou un truc comme ça, non pour ta... Oui, j'ai fait ce genre de choses, exactement. Ouais, ça, j'ai un avocat qui m'a dit de faire des choses assez simples. Et ce que je pourrais encore protéger, il y a encore 2-3 trucs que je pourrais protéger, mais je ne peux pas breveter, en tout cas. Oui, toi, c'est un concept global, quoi. T'assembles plein de choses. Ok, j'ai compris. Donc tu sources comme tu peux, finalement, par le réseau, tes fournisseurs potentiels, après avoir dessiné tes premiers modèles seul. Alors, mais il n'y a pas des normes là-dedans? C'est-à-dire que tu n'as pas des normes horribles à respecter d'ISO, de je sais pas quoi, quand tu fais une chaussure? Alors, moi, j'ai la chance, c'est pas moi qui les fabrique. Oui, c'est pas ton problème, c'est ça que tu viens de Donc, dire. entre guillemets, c'est pas que c'est pas mon problème, c'est que moi, avec le bureau d'études, quand j'ai trouvé le fabricant, je sais qui les faire, parce qu'en plus, moi, j'avais donc il y a un bureau d'études quand même entre toi et l'usine. Il est à l'usine en fait. Moi, la Oui. chose que j'ai faite, c'est arriver avec des dessins, frapper aux portes, dire combien il vous faut pour. C'est quoi le minima en production, à quel prix vous pensez qu'on puisse sortir tel type de chaussures. Ouais. Et ça a été hyper compliqué de trouver quelqu'un qui vous réponde parce que, en fait, moi, j'étais pas du milieu, ce que je disais. Et puis, j'ai passé des heures et des heures à apprendre tout le jargon de la chaussure, les composants, tous les noms techniques. On a beau mettre tout ça dans un mail. On écrit avec Victoria, Swan, Gmail, machin. Les gens, ils s'en fichent, quoi. Ouais, c'est pas ouais. Donc, j'ai perdu du temps. Mais quand j'ai réussi, il y en a un qui m'a répondu un jour. Enfin, il y en a plusieurs qui m'ont répondu. Mais celui que j'ai aujourd'hui, c'est celui avec lequel, finalement, je pense j'en ai un qui m'a prise au sérieux. Mais lui, c'est celui qui m'a pris le plus au sérieux. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, d'apprendre ses erreurs. À chaque fois que j'avais des gens qui me répondaient à côté ou pas, je me disais, mince, la prochaine fois, je ferai comme ça. Et ce qui m'a permis de me faire prendre au sérieux, c'est que j'envoyais des dessins avec. Je me suis dit, tant pis. J'envoie, ça se trouve, ils vont pomper mon truc. Mais de toute façon. Mais au moins, faut qu'ils voient. Faut qu'ils voient que je fais pas semblant. Enfin, et ça a marché. Ça a marché parce qu'ils m'ont fait un devis. Et puis, en fait, puis tout de suite, ils m'ont dit, vos dessins, j'avais fait différents angles. Ça nous suffit. En plus, je les avais fait en taille réelle, à l'échelle 1. Défaut d'architecture. Et donc, ils m'ont dit, nous, ça nous permet de modéliser sans souci la chaussure. Et puis, en fait, rapidement, donc, ce que je dis, leur bureau d'études, eux, ça a permis de faire des prototypes. En fait, c'est simplement une chaussure qui est faite à la main complètement, où il n'y a pas une machine qui intervient dedans. Bien sûr. Mais c'est pas très compliqué en soi. Et puis, donc avec eux, on a pu faire ça. Et puis, ça m'a permis aussi, moi, de gagner du temps sur certains fournisseurs. Donc, de faire du clé en main, parce que notamment, les cuirs, c'est pareil. Moi, je pouvais pas aller voir un fournisseur de cuir en me disant, il me faut tant de quantité, ce qui était ridicule. J'aurais pas forcément été crédible. Là, ils m'ont dit, si vous voulez, nous, les cuirs, on a tous nos fournisseurs. On commande pour plusieurs clients d'un coup. Comme on fait plusieurs créateurs, il y a plusieurs même si on n'a pas les mêmes cuirs, voilà, on a le même fournisseur chez qui tout le monde va commander du cuir, ça fait grossir le truc. Donc je me suis dit, après tout, c'est leur métier. Moi, le cuir, j'y connais pas encore assez quelque chose. Je les laisse faire et puis surtout qu'ils sauront me dire à tel prix c'est bien, à tel prix c'est pas bien pour la qualité qu'on nous a donnée. Enfin voilà. Et donc en fait, c'est pour ça que d'ailleurs je dis souvent nous, parce qu'en fait je travaille beaucoup en association avec eux. Avec le bureau d'études. Voilà, pour les fournisseurs et résultats. Ok. Et alors c'est quelle période ça? C'est quand Ça c'est quelques mois après, c'est l'hiver 2018. Ok, hiver 2018. Et puis mois de printemps 2019, les protos arrivent. Moi j'arrive à avancer, à commencer à vraiment budgétiser ce que ça allait me coûter, pouvoir faire un business plan. Alors le bureau d'études te dit, bon, ok, c'est faisable, il faut faire tant d'unités pour que on puisse prévenir l'usine. Il te donne un volume minimum, non? En fait, il me donne un volume qui est de 100 paires minimum. Donc, sachant que dans les paires, il y a plusieurs pointures.
D'accord. Oui. Mais voilà, toute pointure confondue. Et on peut intégrer même plusieurs coloris. Ce qui est D'accord. juste génial parce que faire 100 paires d'un coloris, c'est juste énorme. Quand on démarre, c'était pas possible. Et fabriquer en France, ça a aussi un coût. Donc je me dis, si j'ai du stock 100 paires, je peux essayer de le faire. Mais il faut quand même que j'ai plusieurs choses à proposer parce que Bah une oui. chaussure à proposer d'une couleur, c'est un peu triste. Ouais. Donc voilà, donc je me dis, il y a ça. Ça fait longtemps que j'ai pensé à la campagne de crowdfunding à cette période-là. Donc je me dis que ce sera aussi une manière de faire avec eux, en fait, de faire un peu levier. Moi, je me suis fixé un budget en termes d'investissement parce qu'en fait, c'est contrairement à tout ce qui est textile. La chaussure, ça demande énormément d'investissement financier. D'accord. J'ai des moules. En fait, comme je l'ai dessiné, ma chaussure est tout à faire. Donc, C'est sur mesure, quoi, voilà. tu veux dire. Chez les fabricants qui font des semelles, il y a des catalogues de semelles, mais bon, la mienne, elle y est pas. D'accord. Le talon non plus. La forme de ma chaussure pour couper le cuir avant de monter ce qu'on appelle la tige, ils sont pas dotés. Il y a des usines qui peuvent être dotées de découpe laser, mais eux, c'est pas le cas. Et donc, ils me disent, nous, on fabrique à l'emporte-pièce, on coupe à l'emporte-pièce avec des machines qui s'abaissent, bref. Et donc, il faut faire les emporte-pièces. Et en fait, il y a plein de trucs que j'ai dû faire les moules des talons, pour faire les griffes sur les semelles, toutes les empreintes, c'est pareil, où il y a écrit Made in France, tout ça, c'est à faire, parce qu'en plus, je veux un produit qualitatif, je veux un produit qui se différencie. Donc je me dis, j'y vais, quoi, c'est de l'argent, mais j'avais mis l'argent de côté pour ça, je me dis, je me lance, quoi. C'est quelle enveloppe globale, si on peut en parler? Le démarrage, c'est plus de 10 000 euros. D'accord. Pour même pas avoir une chaussure. Avoir juste les prototypes, quoi. Juste les protos. Et Ok. avoir investi déjà dans tout parce que alors les protos je peux faire sans certains Mais, alors, les protos trucs. te donnent tes moules, en fait, c'est ça quand même. C'est que. Alors les protos j'ai pas besoin des emporte-pièces parce que comme c'est un produit on le fait à la main, la découpe, Ouais. voilà. Mais rapidement je suis quand même obligée d'investir si je veux pouvoir me lancer, dans le sens où il y a des choses que je vais pas. En fait, c'est très long de faire un produit, une chaussure en France. Moi, quand j'avance dans mon projet, à un moment, je suis obligée de créer ma société parce que sinon, de toute façon, l'usine ne pourra pas faire ne serait-ce que le prototype. Oui, si t'as pas un numéro de tirette. Exactement. Ok, ouais. Et tout est comme ça, en fait. Et bon, je suis suivie, en plus, j'ai eu la chance, et je suis toujours suivie avec la CCI, leur truc ici, monte ta boîte ou je sais plus quoi, là, qui est super. Attends, alors, on va le dire, parce qu'il y a un truc bien à la CCI, ça Il y existe. a un truc super bien. Alors vas-y, dis-le, parce que j'ai tellement une mauvaise image d'eux. Et Vas-y. non, il y a un truc super bien. Moi, Ouais. je me rends compte, donc, quand je monte mon projet, que va falloir faire un business plan. Ouais, Je suis pas du tout bonne à ça, j'y connais rien. d'accord. Donc je vais voir sur internet sur quoi je peux trouver. Et là, je vois que sur la CCI, ils proposent un logiciel pour Ouais. monter sa boîte où toutes les étapes clés y sont, le business model. Donc moi, ça va vachement m'aider parce que. La CCI de chez nous, là, celle de Ouais, Rouen ouais, celle de Rouen. Ok. Et en fait, en me créant mon espace sur ce truc-là pour faire mon truc et m'aider, moi, à avoir une trame, Ouais. on me contacte en me disant, si vous voulez, on vous propose d'être suivi. J'ai rien à perdre, j'ai dit bien ok, sûr, ouais. j'y vais. Ouais. Et en fait, ça a été génial parce que j'ai eu un conseiller qui m'a suivi pendant toute la montée du projet. Et en fait, ça vous aide surtout à vérifier que vous n'allez pas dans le mur. Moi, Bien sûr. cette personne m'a dit depuis le début, m'a dit, moi, je suis là, c'est pour dire oui ou non, on va aller déposer les dossiers au greffe pour monter la boîte. Parce que si je vois que votre truc, ça tient pas la route, on arrête, en fait. Enfin, vous pouvez y aller tout seul, Eh mais ben, disons que c'est vachement bien. On peut le citer, cette personne ou pas ou... Ah ils sont plusieurs. Hein. Moi, Ils sont plusieurs. Ouais, moi j'ai Reda qui est mon conseiller là-bas, mais ils sont plusieurs et il faut aller à Rouen, la CCI, ça s'appelle Ici, je monte ma boîte. Alors ça peut être payant pour quelqu'un qui reste sans raison comme ça, mais en fait, moi je m'étais inscrite sur le logiciel, ils m'ont contacté. Alors le fait, moi comme c'est vrai que j'étais sur une période de chômage, ça a marché Oui, et de toute façon, eux-mêmes financent des personnes pour pouvoir avoir ça. d'accord. Donc, ils vont écrire que c'est payant, mais en fait, on peut très bien se faire financer hyper simplement. Non, bah alors super, mise à jour, parce que moi j'y suis allé en 2011-2012 à la CCI, j'ai fait mon rendez-vous de 20 minutes d'accompagnement pourri, là, Ouais. où une nana m'a reçu dans un bureau pour me dire mais pourquoi vous montez une boîte, c'est l'horreur, surtout pas, et je lui ai dit bon merci, donnez-moi le formulaire M3, adieu, à plus jamais quoi. Ouais, Euh, non, alors que là, non, franchement, Ouais. c'est super. Et même, j'avais suivi la formation 5 jours pour entreprendre. Non mais voilà, donc super, ouais, donc c'est bien, donc c'est-à-dire qu'ils ont muté, ça c'est pratique, ça c'est super non, bien. c'est bien. Ok, Franchement, ça a permis, je pense, pour eux de faire vraiment du tri, même de se dire, il y a des gens qui
moi j'ai vu des gens rêver à la formation, ils avaient même pas à peine l'idée, quoi. Donc je pense qu'on va pas dans ce genre de formation sans avoir un peu avancé, un Bien peu sûr. mûri. Ça donc, sert à se former, mais ça sert aussi. donc super accompagnement de la CCI. Ouais. Pour le coup, là, Mm. ça mérite d'être mentionné parce que je Et te puis dis. ça continue parce qu'en fait, donc moi j'ai eu l'étape 1 qui est jusqu'au dépôt pour créer sa société, donc au greffe. Ouais. Après, là, je suis dans l'étape suivante qui dure, en fait, il nous accompagne pendant les 3 premières années de la boîte. D'accord. Donc ouais, c'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous planifié Voilà, régulièrement, de savoir comment ça roule. exactement. Ok, super, Et puis répondre à toutes mes questions quand j'ai besoin. top. Donc voilà. Donc en fait, ça à ce moment-là, c'est pour ça que je dis ça avance. Moi, je me dis que là, il faut que je dépose, que ça y est, que je crée la société. Mon conseiller me dit c'est bon, vous avez réussi à faire votre business plan, on sait combien ça coûte, tout ça, on y va. Et puis en parallèle, je me dis que de toute façon, ça ne suffira pas financièrement, ce Oui. que j'ai fait. Oui. Ce que j'apporte, parce que déjà il y a le capital à déposer, enfin il y a plein de trucs, quoi. Et je me dis, il faut que je trouve de l'argent. Donc il y a plusieurs opportunités qui se présentent. Notamment, la CCI me dit, mais moi j'avais déjà remarqué tout ce qui est possible en termes de coups de pouce, fonds de garantie, tout ça. Ouais. Et puis, moi, il y a une autre chose, c'est que je veux à tout prix faire, parce que je connais quelqu'un qui l'a fait, et dans son cas, ça avait bien marché, c'est de faire du crowdfunding. Bien Et sûr. alors, je le fais pour 2 choses. Bizarrement, je le fais pas vraiment pour l'argent. Bah non. Je le fais pour me faire connaître Bah oui. et pour vérifier que Oui, les et gens pour sont valider le concept. Ouais. que le concept te plaît, voilà. Et quand je dis, c'est un peu prétentieux de dire je le fais pas pour l'argent, forcément c'est utile. Ça m'a permis d'éviter d'avancer trop d'argent au moment de la production. Mais faut quand même savoir qu'on fait un prix quand on fait du crowdfunding sur le produit. Donc on baisse complètement ses marges. En plus, eux, ils prennent 8%. Donc il vous reste pas grand-chose. Enfin, on gagne pas d'argent, quoi. Tu fais ça avec quelle plateforme du coup? Alors je le fais avec Ulule. Ok. Je la prévois pour septembre. Ouais. Cette campagne, donc septembre 2019. Ça a fait déjà à peu près depuis le mois de mars 2019 que je suis dessus à tout préparer. Moi, je crée ma société en mai. Et en fait, une fois que les protos sont validés en mai pour la collection donc, qui sera sur cette campagne de crowdfunding, moi, il faut que je m'engage, en fait, parce que l'idée, ce que moi je déteste dans le crowdfunding, c'est de me dire j'achète quelque chose, mais je l'ai que dans 6 mois ou 1 an. Je trouve que c'est détestable. Et puis moi, en plus de ça, je me dis j'ai pas le choix. Après, il faut que la boîte elle s'ouvre, quoi. Faut que je vende. Ouais. Donc, la seule solution pour que les gens qui vont acheter en septembre sur la campagne de crowdfunding qu'ils soient livrés avant la fin de l'année et que moi je loupe pas Noël en l'occurrence, ce qui peut être une période quand même un peu riche clé pour moi. dans le commerce, ouais. Voilà, et donc tout ça demande que je prenne des risques aussi en amont, c'est-à-dire que la chaussure fabriquée comme moi je la fabrique actuellement, c'est impossible, une fois que j'ai le proto, de faire une chaussure en moins de 16-17 semaines. Ce qui est beaucoup, ouais. Ce qui est énorme. Ouais. Parce qu'en fait, il y a tous les fournisseurs qui sont derrière, dont on dépend, donc pour faire les semelles, les talons, les douillettes, les cuirs, sachant que beaucoup de cuirs sont tannés à la commande chez fabricants, chez les tanneurs. D'accord, donc on se reprend des semaines. Donc tout ça fait que une chaussure en France, c'est 16 semaines, quoi, parce qu'on n'a pas des stocks, on n'a pas les... Puis moi, j'avais pas les moyens, la société qui fabrique pour moi n'a pas les moyens, et c'est logique d'avoir des stocks pas possibles. Ouais. En plus, on est quand même dans l'industrie de la mode, donc tout le monde veut faire différent, donc tu n'as pas tous ces produits. Et puis, moi, je me dis, ouais, mais c'est pas possible, moi, il faut des chaussures en décembre. Donc, je m'engage auprès d'eux à fabriquer un certain nombre de paires, et surtout, j'achète déjà les cuirs pour être sûr que je les ai à temps, quoi. Ouais, donc tu payes pour voir, quoi. Exactement. Okay. Donc, tout ça, j'avance. Et puis, donc, on est au mois de juin. Je dépose mon dossier. Alors, je présente aussi parce que je me dis, bon, comme je fais le crowdfunding, c'est bien, mais je ne gagnerai pas d'argent. Ce sera une opération quasiment blanche, le crowdfunding, entre les prix. En plus, il faut offrir les frais de port, sinon les gens, ils n'achètent pas. Enfin, il y a plein de trucs à faire sur Ulule qui fait qu'il ne va pas me rester grand-chose. Et donc, il faut quand même un peu plus d'argent pour la suite. Donc, je vais présenter à France Active pour obtenir le fonds de garantie Initiative des femmes. D'accord. Ce qui me permet d'emprunter de l'argent. Donc, en fait, j'ai de la chance. Non seulement, ils me suivent. Ouais. Ils me disent, il y a aucun souci. C'est du prêt d'honneur, non, c'est ça? Non. C'est en fait, c'est un fonds de garantie qui permet que je ne sois pas caution. Top. Voilà. Et c'est spécifique aux femmes. Ok.
Maintenant, C'est un il s'appelle fonds de garantie avantage, égalité. C'est un des seuls trucs où on a un avantage. Il Ouais, faut c'est bien ça. de temps pour l'avoir. Ouais, carrément. Ok. Et en fait, j'y vais et j'ai de la chance au départ. Je me rappelle, je me dis non, je vais pas demander grand-chose parce que voilà, je pense qu'il me faut que tant dans mon business plan. Puis mon conseiller il me dit non mais allez-y, enfin c'est maintenant. On me dit Ouvrez les on vannes, réemprunte pas tous les matins quoi. Mm. Vous allez voir, c'est dur d'après de lever de l'argent. Et puis je me dis bon, même je suis obligée en tant que société parce que je serai une ESS je prends un cabinet comptable qui me dit pareil, il me dit non mais allez-y, votre projet il tient la route. Donc je me dis bon allez je demande un peu plus et puis en fait je suis suivie, il me valide sur la somme que je demande. Et puis derrière, je vais voir la banque. Finalement c'est la banque qui tique, qui tique pas sur le montant. Les banques pensaient que j'allais demander beaucoup plus. Les banques tiquent que j'ai un fonds de garantie où je ne sois pas caution. Et ça plaît pas trop. Alors que D'accord. pourtant, parce qu'en fait le fonds de garantie, il est à hauteur de 80% Du capital. du montant emprunté. Et les 20% qui restent, c'est Ouais. la condition du fonds de garantie, c'est que ce soit la banque qui prenne le risque. D'accord. Et ça, la banque, eux, ils voient pas ça d'un super bon oeil, mais sauf qu'en fait, quelque part, ils n'ont pas trop le choix non plus parce que c'est quand Bah, même... s'ils veulent te prêter de l'argent et toucher des intérêts, il faut bien qu'ils y aillent, quoi. Voilà, Ok. et puis de toute façon, le risque, comme dirait le fonds de garantie, est quand même très faible pour eux parce que 80% c'est nous. Donc, Alors, on peut parler des montants ou pas? Combien tu as de prêts de la part du fonds du fonds je vais dire aux alentours, Aux alentours d'eux, ouais, voilà. entre 20 et 40, on va dire. Entre 20 et 40, Voilà. et donc il y a un 20% des 20 ou 40 Voilà. Qui sont en risque pour la banque. Ouais. Sachant que du coup, l'intérêt de la banque comme le tien, c'est de se servir de cet argent pour lever plus d'argent en emprunt auprès de la banque. C'est ça. Ok. Et tu y arrives du coup, malgré ce 20% à leur charge en termes de risque ou pas? Non, j'arrive sans souci. En fait, la banque Ah oui. finit par me dire oui. C'est juste qu'au départ, en fait, ils essaient quand même que je sois caution. Et moi, je leur dis non, j'ai Oui, pris un d'accord. fonds de garantie. Ok. En plus, pour la petite histoire, oui, alors c'est super parce qu'on n'est pas caution. Mais moi, ça me coûte 700 € d'avoir ce fonds de garantie. D'accord. Mais c'est rien par rapport au risque. Ça te coûte moi, 700 € de ta poche, toi, une fois, pas, Ouais, pas, voilà. pas par mois. Non, une d'accord. fois. Et si jamais ça plante, effectivement, Ah on bah, dira moi, pas caution personnelle, la maison, le machin, le truc. Rien. Bon, de Ok. toute façon, je suis en SAS, hein, mais voilà. Ouais. Donc non, je me dis, bon, j'y vais. Et puis en plus, ça me permet aussi, avec, pareil, France Active, d'obtenir le coup de pouce. Donc je Oui. présente une fois mon dossier pour le fonds de garantie et pour le coup de pouce, que j'obtiens également. D'accord. Et donc qui n'est pas négligeable non plus, hein, c'est toujours ça de prix. Et puis en fait, donc ça, voilà, on est en juin, tout ça s'est passé. Au mois de juillet, j'arrive à obtenir l'argent, ce qui me permet de commencer à lancer la fabrication des moules, de plein de choses. Et puis aussi, il y a un investissement qu'on ne prend pas en compte au départ. Mais il y a des choses où je ne peux pas les obtenir en 2 semaines quand je les fais fabriquer. Et j'ai des minima à acheter. Et notamment tout ce qui est des petits décors à l'arrière de la chaussure qui peuvent paraître une broutille, mais auxquels je tenais énormément, mes petits rivets derrière. Je peux pas en commander en dessous de 5000. Pièce. Ouais. Et t'en mets combien par chaussure? 2. Aïe. Voilà. Et tout ça, c'est des choses où si je les veux pour qu'ils soient prêts pour être montés sur les chaussures, Ouais. les aimants qui servent sur les chaussures, sur les décors, c'est pareil. J'ai des minima, ils m'en produisent pas par 10. En plus, c'est pareil, c'est des trucs où, comme c'est du sur-mesure, c'est plusieurs semaines de délai. Tout ça, les Donc, en fait, pochons, ça te grossit ton enveloppe d'investissement initial. Ouais, bien sûr. En fait, je prends vachement de risques sur le volume de tout ce qui va servir à faire mes chaussures. Ouais. Et, Des accessoires, mais pas du. Ouais, d'accord, j'ai compris. Ok. Voilà. La seule chose où j'ai pas trop de problème, c'est les décors qui vont sur les chaussures, où là, les fabricants, je pourrais limite demander 2 par 2, ça le ferait, quoi. Ouais. Mais le reste, c'est tout de suite des volumes t'engages sur des énormes. volumes, ouais. Et donc, il y a eu les pochons pour les chaussures, les pochons pour les décors qui sont vendus seuls. Il y a eu les boîtes, parce que mes chaussures, moi, elles sont vendues à distance, donc je les expédie. C'est pour ça que je voulais pas faire double boîte non plus, de boîte à chaussures plus boîte d'expédition. Donc là, pareil, je redessine une boîte d'expédition que je fais faire sur mesure. Donc je suis obligée d'en demander des volumes pas possibles. Ouais, tu verras, t'es plus à ça près. Ouais, en fait, Non, c'est mais que non, je peux commander moins, mais faut avouer que les économies d'échelle sont très vite énormes. Oui. Par moment, en fait, on en a quasiment le double pour le même prix. Donc je me dis non, mais vas-y, te reviennent. Après, il faut fonctionner à la paire. Ouais. Donc je me dis, elles te reviennent quand même beaucoup moins cher si t'en prends 1500 que 4 ou 500. Donc vas-y, fais-le. Et puis je me dis, allez, de toute façon, moi j'y crois, ça va marcher. Bah oui, bien sûr. Donc voilà, donc il y a ça, il y a les boîtes, j'en ai des petites aussi pour les décors qui sont vendus seuls. Et donc tout ça fait que je mets quand même pas mal d'argent sur la table et que finalement l'emprunt, il est
pas si fou que ça. En fait, heureusement qu'ils m'ont dit. De gonfler. Bah oui, parce que Bah en oui. fait, après les mois qui suivent, donc moi, je fais ma campagne en septembre. Ça dure 43 jours, 4 jours. Période de stress horrible. Je crois que. Alors comment ça marche? Parce que Bah, en fait, je monte ma campagne sur leur site, sur Ouais. Ulule. Donc, ça prend un travail fou. Et moi, en fait, c'est là où je me dis aussi, monter une boîte, je crois que j'ai fait. J'ai l'impression d'avoir suivi plein de cursus en une année et à la fin de l'année d'avoir que des masters. je t'assure. Tellement on fait des choses qu'on connaissait pas. Enfin, après, il y a des choses que j'aime moins que d'autres, mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Et là, il a fallu faire comme une page, comme un site où alors, il y a des shootings photos, pour pouvoir présenter le produit, le mettre en avant, le décrire. Il faut présenter différentes contreparties. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vends une chaussure en contrepartie. C'est pas de l'argent qui va me servir à financer la société. Les gens auront une paire de chaussures derrière. Donc, ils peuvent acheter une paire avec... en fait, je les différencie toutes. Donc, il y a plusieurs contreparties de chaque paire que j'ai créée, sachant qu'il y a 4 modèles. Je fais des contreparties où il y a plusieurs modèles. Mhm. Et donc, les gens ont l'avantage d'avoir un prix sur cette chaussure, de les avoir livrées gratuitement. Et bon, par contre, ils les ont 2 mois après. D'accord. Oui, c'est ça. Ils ont juste un délai costaud, quoi. Mais 2 mois, c'est pas énorme. Hein, C'est- pour, Bah, tu me dis que de toute façon, t'es 17 semaines, quoi qu'il arrive. Ouais, mais moi, j'avais déjà acheté les cuirs et tout. 2 mois, ça fait que 9 semaines. Bah oui, ça fait que- Donc, c'est pour ça que j'avais tellement investi sur des choses avant pour être dans les temps, pour raccourcir les D'accord. délais. Ok. Et puis, j'avais vu que le fabricant, il me réserve un créneau aussi dans la production. Les 2 mois pour Ulule, c'est les conditions d'Ulule ou c'est toi qui dis vous les aurez dans 2 mois? Non, Ulule n'a aucune condition. Ils sont ouverts, ils sont La foutus. seule chose, c'est que ce soit livré. Eux, tant qu'ils prennent 8%, ils sont contents. Ah bah, de toute façon, ils prennent 8% le jour où la campagne se termine, parce que Ouais. l'argent, ils nous le versent sur le lendemain. Hein. D'accord. Par contre, ils sont quand même taqués sur le fait qu'on tienne les gens au courant sur les délais. C'est-à-dire si on prend de retard, ce qui me semble Ce qui est un peu finalement logique. Ouais. assez logique. Ouais. Mais après, ils sont pas responsables. C'est ça qui est quand même assez drôle. C'est que si jamais demain, moi, j'avais pas livré, eux, Ouais. en fait, ils vont se retourner vers moi. Mais Whatever. voilà. Ok. Mais donc, ouais, la campagne, elle se fait du début septembre au 11 octobre. Ouais. Et ça, c'est une période qui est hyper dure parce qu'on se dit, j'ai un objectif à atteindre. Je fais une grosse erreur en plus de démarrage. C'est quoi l'erreur que tu fais? Je fixe un objectif qui n'est pas du tout le bon. À quel niveau? Au niveau du nombre de contreparties, parce qu'en Ah fait, oui, d'accord, ouais. le principe, c'est d'avoir atteint un montant pour pouvoir récupérer l'argent. Oui. Sinon, si on ne l'atteint pas, les gens sont remboursés et c'est Et fini. c'est juste un Et truc. moi, ça me coûte rien parce qu'ils prennent rien si voilà. Et c'est pour ça que je disais ça permet de tester le produit. Et en fait, moi, j'écoute Ulule. Ou d'ailleurs, franchement, j'ai trouvé l'expérience détestable. J'ai pas aimé du tout le relationnel avec eux. C'est tout D'accord. par chatbot. Enfin, c'est. Il n'y a pas d'humain qui t'appelle. Il y a un humain qui répond, qui est soi-disant la même personne au fur et à mesure, mais c'est pas. On manque de conseils. Ils critiquent facilement votre D'accord. truc. Moi, on m'a dit ça marchera pas. Vous n'avez pas assez de followers. Ah ouais, ok, c'est ça. Sauf que il y a beaucoup de gens qui vont acheter mon produit, qui sont pas sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas toi, mais moi, ma mère elle est pas sur Instagram, quoi. Non, ouais. Et pourtant, elle porte des chaussures et j'en connais plein, quoi, qui sont pas sur tous les réseaux en tous les cas. Ouais. Donc oui, je démarre. Plus clairement, j'y mets du mien, mais les réseaux sociaux, c'est hyper compliqué de monter, d'attraper des gens, puis qu'ils soient qualitatifs. Donc je leur dis, mais moi, je compte pas que là-dessus. Autour de moi, je sais qu'il y a des gens, voilà, que j'ai quand même une communauté au démarrage qui va en acheter. Donc ça va le faire. Et plutôt que de me dire, en fait, baissez votre objectif si vous y croyez, il sera que plus vite dépassé. Et par expérience, dès que l'objectif est dépassé, ça va encore plus vite. Et ils me disent pas ça. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde ce qui se passe sur les campagnes qui se sont passées et tout. Et je me dis, je vais mettre un objectif de 300. Grosse erreur. D'accord. Grosse erreur parce qu'en fait, Ulule, c'est un algorithme derrière et que eux, tout se fait sur le premier jour. Et donc, sur le premier jour, il faut avoir fait 30% de son objectif pour qu'eux nous mettent en haut. Qu'on les intéresse pour aussi communiquer sur nous dans leur réseau à eux, dans leur communauté. Et forcément, le premier jour, j'en fais pas 90, mais j'en fais 30. Et donc, c'est foutu. Et c'est pas que c'est foutu, mais c'est que je me galère je rame un peu parce qu'il y a les personnes, le temps passe, se disent, ouais, mais à quoi bon que j'achète? De toute façon, si elle n'atteint pas l'objectif, je serai pas livrée. Oui, donc bien c'est sûr. un peu c'est un truc qui c'est vicieux. Et je me dis, mais mince, qu'est-ce que je fais? Et ça monte gentiment, mais je vois bien que je les atteindrai pas.
Puis en plus, l'objectif qu'on donne, il est censé être un objectif pour nous de production. Et moi, je me dis, mais c'est bête, en plus, je suffisais de 100, quoi. Pourquoi j'ai mis... Et en fait, c'est juste parce que j'avais regardé d'autres campagnes où je m'étais dit, c'est peut-être... Et puis, en plus, ça marche pas bien parce que le mois de septembre, qui est censé être un très bon mois pour Ulule, enfin, c'est ce qu'ils disent dans tout ce qu'ils font, les webinaires, tout ça, bah, tout le monde s'est mis en septembre. Donc, je me retrouve avec une quantité de campagnes en même temps que moi. Ouais. Pas de produits directs en concurrence. Non, mais d'offres. Mais d'offres, ce qui fait que on peut toujours acheter autre chose. Voilà. Sûr. Puis le principe d'Ulule pour les gens qui sont pas venus par mois, c'est d'acheter un produit qui soit nouveau, tout ça. Mais il y a tellement de nouveautés que je perds des gens qui seraient spontanés. Et puis en plus, j'ai deux marques de basket en même temps que moi qui ont l'avantage de vendre aussi aux hommes, que moi je ne vends pas pour les hommes, qui je pense me font du mal, non pas parce que c'est de la chaussure, on fait pas la même chaussure, mais parce qu'en fait c'est 2 gros groupes derrière. Et il y a une communication énorme. De la mort qui tue. Ouais. Et moi, je suis la petite boîte où je suis cachée toute seule derrière mon site. Voilà. Et en fait, ces 2 marques-là qui sont actuellement en même temps que moi en train de vendre leurs produits, c'est 2 gros groupes où il y en a un qui a mis 1 million sur la table et l'autre, je sais plus quoi, et qui se font passer pour des petites boîtes. Et bien sûr. Ouais, donc c'est le jeu, ils ont le droit de faire ça aussi. Ouais, ils ont le droit. Et Ulule, Ulule, de toute façon, est très content parce que eux, leur but, c'est de faire de l'argent. Ouais. Ce qui fait que moi, je participe à plein de... je sais plus comment on appelle ça. Je fais des appels à candidature pour les... En fait, il y a des sortes de labels qui BNP Paribas, qui fait le label green de la campagne... tous les mois, il y a Contrex qui fait projet féminin, tout ça. Et en fait, c'est des appels à candidature où si on les remporte, eux, ils vous donnent de l'argent. J'ai une bêtise, mais ils peuvent donner 5 € par contrepartie vendue à hauteur de 2000 € si la campagne atteint son projet, enfin atteint son plafond, son objectif. Et donc, tous ces trucs-là, j'y participe, mais hyper convaincue que je vais obtenir quelque chose. Et en fait, à chaque fois, on me dit bah non, vous n'avez pas été retenu, vous n'avez pas été retenu. Je me dis c'est pas possible. Enfin, je fais quelque chose de nouveau, je fais quelque chose d'esthétique, je fais quelque chose de français, je fais quelque chose d'équitable. Je suis une fille. Et en fait, je remporte rien. Donc c'est vraiment le mois de septembre, c'est un mois hyper compliqué. Et en fait, ce qui me fout le moral à zéro, c'est de voir que il y avait aussi les Guerriers Fête qui avaient fait un truc. Alors je sais plus ce que c'était eux comme label. Et en fait, tous ces trucs-là, je remporte rien, et qui sont des sortes de pas de subventions. Mais en plus, après, on rentre dans des pépinières quand ils nous ont choisis. Enfin, c'est intéressant quand tes boîtes comme Contrex, Guerrier Fête, tout ça, te choisissent. Et je remporte rien. Et là où j'ai les grosses boules, c'est de voir que les 2 marques de chaussures qui sont en même temps que moi ont été chacune retenues pour le label green, le label machin et tout. Et je me dis, n'en ont pas du tout besoin. Mais c'est surtout que c'est leur pote, quoi. Ouais. Et je me dis, mais en fait, on peut pas avancer. Enfin, même Ulule, qui était censé être une start-up à une époque, est rentré dans le moule dans le jeu, quoi. Ouais, voilà, dans le cyclone, là, je sais pas. Et moi, j'arrive pas, quoi. Donc, je me dis, bon, bah, à mon avis, t'es morte tout court, ton projet est fini. Puis, je me reprends parce que c'est pas du tout mon genre. Et puis, je me dis, non, en fait, la solution, c'est que j'atteigne les 100, que mon objectif change. Et les 100, je sais que je peux largement les atteindre sans souci. Donc, je trouve le moyen de rentrer en contact avec Ulule en leur disant, moi, ça va pas du tout, ma campagne se passe mal, tout ce qu'on m'a expliqué, je suis pas contente. Je tape un peu du poing dans les messages, et puis en fait, on finit par m'appeler. Et puis, à me dire, bah écoutez, normalement, on le fait pas, mais on veut bien le changer, votre objectif, si vous êtes sûr de produire. J'ai dit, écoutez, moi, je l'ai mis, je me suis emballée, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dit, moi, sans ça marche, je peux produire. Bah, si vous me dites que c'est bon, nous, on le fait. Donc, en courant pendant la campagne, à 15 jours de la fin, je change mon objectif. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas osé le demander plus tôt. Ouais. Et que je le dépasse sans souci. Et voilà, mais sauf qu'il reste plus beaucoup de jours. Et donc, je fais 120% d'objectif, quoi. Ça te rapporte quelle somme, du coup, ça Bah, ça me rapporte, je sais plus, parce qu'il y a la commission dessus. Je sais plus, 8 ou 9 000 € une fois qu'il y a la commission de défaite, quoi. D'accord. Ouais, parce que toujours ça te prix, mais c'est de l'argent que de toute façon tu vas redonner parce que c'est de l'avantage financier sur des commandes. Bah alors oui, bon, ça me finance quand même. En fait, ça me finance aussi le reste de ma production en partie, une partie de ma production que je fais en plus pour moi mes stocks. Mais voilà, donc c'est pas. Donc pas là, on est quoi? On est mi-octobre. Mi-octobre, hein, c'est ça, ouais. Donc mi-octobre, de toute façon, je vois bien où je vais, hein, donc je sais bien que je ferai pas 300. Donc début octobre, avant même que la campagne se termine, je fais une réunion avec le fabricant parce qu'il faut que j'y aille, hein, parce que si je vais être livrée début décembre. Donc comme là, je sais à peu près à combien j'en suis, je m'engage. J'ai déjà demandé à la plupart des gens leur pointure sur ce qui a été vendu. Je me dis, bon, bah voilà, dans ce que je fais fabriquer en plus, il faut... oui, en gros, ça tourne à 38, 36... Donc voilà, donc je me suis engagée début octobre. La campagne s'est terminée heureusement réussie le 11 octobre.
Et puis après, c'est 2 mois. Il y a 15 jours où on souffle parce que c'est 40 jours où en fait on passe notre vie sur les réseaux sociaux à vouloir booster le truc, Ouais. à faire des news sur Ulule, plein de trucs pour pouvoir se faire connaître. Et il faut rien lâcher parce que le but c'est de l'atteindre et de dépasser l'objectif. Alors attends, parce que pour vendre, tu vas vendre. T'as pas de site internet là encore, si? J'ai pas de site. Mon site il est en construction. De toute façon, j'ai pas de produit à ce moment-là. Parce que toi, tu veux vendre par internet à Noël. Ouais. Et aussi parce que je fais des marchés de créateurs, je fais des ventes privées, des choses comme ça au mois de décembre. D'accord. Donc, en fait, quand Internet, enfin les réseaux sociaux, ça a été intense pendant la campagne Ulule. J'y étais tous les jours. Et c'est là où je dis, quand la campagne se termine, que ça y est, je sais combien j'ai fait, que je récupère l'argent, que ma production est lancée. Vient qu'un jour en octobre où vraiment c'est un peu le. Oui, parce que, alors je connais pas comment c'est fait Ulule, mais j'imagine que si tu avais déjà eu un nom de site internet à communiquer pendant toute ta levée de crowdfunding, tu pouvais commencer à générer des habitudes de trafic sur ton propre site internet, marchand ou pas d'ailleurs, auprès Alors de tes là, internautes, non? j'avais pas parce que le site était pas fini. Ouais, donc tu pouvais pas communiquer dessus. Bah, le site, en fait, pour être honnête, pareil, je le faisais toute seule. Bah oui, comme tout le monde. Donc en fait, d'ailleurs, ça a été un vrai problème. J'étais obligée finalement de faire appel à une connaissance parce que la plateforme sur laquelle je suis passée avait tellement de bugs que je m'en sortais pas. T'as commencé avec quoi? Site W. Ah, je connais pas. Alors je l'ai voulu made in France jusqu'au bout, jusqu'au site. Ah oui, non mais non, putain. Donc j'ai pris une plateforme qui soit française mais qui est connue et qui en soi maintenant que je la gère est pas mal. Ouais. Mais bon, en fait, ils avaient quand même pas mal de bugs et donc j'ai pris un développeur qui m'a aidé. Parce que Qui savait mettre les mains dedans, quoi. ouais. Ok. Et qui connaissait pas la plateforme, qui d'ailleurs m'a dit mais c'est une catastrophe, on est sur plein de sujets. Le résultat par contre est bien. Au quotidien, elle est pas en tant que débutante pour l'utiliser, moi mettre mes produits, tout ça c'est très bien. Mais le seul défaut qu'elle a pour moi aujourd'hui, mais ça peut peut-être en parler après, c'est qu'elle se limite vachement sur le niveau développement. Par exemple, je peux pas la mettre en multilingue. Ah oui, c'est très con. C'est très con. Et j'ai jamais pensé au moment où j'ai choisi ça. Moi j'ai pensé site, fiabilité, référencement, Ouais. et puis facilité d'utilisation pour moi. Ouais, un back-office facile et voilà. compréhensible. Et puis le prix aussi. Et puis voilà, en me disant, c'est pas là-dedans qu'il faut que je mette d'argent en premier, En premier, ouais. grande quantité, parce que y a tellement d'autres choses à côté que voilà. Donc le site, il ouvre pour l'arrivée des produits. Il est prêt en novembre, mais de toute façon... Mais il n'est pas référencé, il n'existe pas, quoi. C'est-à-dire qu'il est S'il dispo. existe, je le mets en ligne avec les produits à venir. Oui, mais je veux dire, à part de taper exactement l'adresse dans le navigateur, t'as aucune chance que les gens y arrivent. Alors si, parce que j'ai déjà eu pas mal d'articles dans les journaux Ouais. où le site a été mis. J'ai eu Ulule, mine de rien, ça me redirige vers le site. Et la campagne a duré 40 et quelques jours. Donc, Ah oui, d'accord, ok. En fait, les gens qui tapent ballerine française, ça marche super bien. J'apparais rapidement. Ballerine française, t'as du référencement Google qui t'envoie sur ton site. Ouais. Ok. Facilement, j'arrive. Il y a des choses. Maison Castille, j'arrive tout de suite sans mettre l'adresse du site. D'accord, parce que ça fait des mois que tu communiques sur Maison Castille. Exactement. Okay. Donc en fait, de toute façon, le principe du référencement, tu le connais, c'est qu'il y a le site, mais il y a tout ce qui parle autour du site qui fait que je remonte, quoi. Et donc les journaux dans lesquels j'ai pu passer, toutes ces choses-là, tous les liens que j'ai avec mon site, en fait, parce que bien sûr, j'ai mis tout ce qui est prêt, je le mets sur mon site. Oui. Donc ça remonte comme ça, mais pour le moment, clairement, je ne vends pas spontanément sur mon site encore. Oui, c'est des copains ou des connaissances qui viennent. C'est des gens, beaucoup les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, ouais, c'est ça qui viennent. Ou sinon, le passage, c'est plutôt sur les marchés de créateurs ou les ventes privées, mais pas. Ouais, que les gens prennent la carte de visite et se disent tiens, je vais y aller faire un tour. Voilà. Ok. Ça, c'est donc en décembre 2019, tu vends quand même quelques ballerines en ligne? Ouais. Ouais. Ouais, ça prend. Ça prend. Ça prend. Bizarrement, je vends à des hommes. C'est marrant qu'ils font des cadeaux à leurs femmes. Exactement. D'accord. Et ça, c'était super bonne surprise parce que je me suis dit, les femmes sont douées, elles arrivent bien à faire comprendre ce qu'elles veulent. Oui. Soit t'as des mecs qui sont au bon goût, qui sont à l'écoute, et qui sont observateurs sur les réseaux, j'en sais rien. Voilà. Donc ou dans les journaux. Et donc je me demande si j'ai pas vendu plus à des hommes au mois de décembre. C'est ça qui était drôle. Alors, depuis que tu vends, donc c'est à partir de près de décembre jusqu'à aujourd'hui, t'as vendu combien de paires à peu près en tout? C'est pas énorme, une quarantaine. Une quarantaine de paires entre novembre, décembre... Entre décembre et maintenant. Sachant que, pour être très honnête... Attends, mais je suis con, décembre 2019. Oui. Oui, on n'est jamais qu'en janvier 2020. Oui, donc il n'y a pas de mal. Mais non, surtout que pour te dire, le mois de janvier, c'est le mois des soldes. Et moi, bien sûr, je n'en ai pas fait parce que je veux pas rentrer dans ce...
je prône quelque chose de durable, de responsable, où la consommation Ouais. de masse s'efface. Et les soldes, ça va avec ça. Donc, soldes pour vendre quelque chose qui s'arrête. Faire un prix, je veux bien pour dire on vide des stocks. Mais aujourd'hui, les soldes, c'est comme les ventes privées sur les distributeurs classiques. Donc toi, la période de solde, c'est pas des bonnes périodes pour toi, du coup. Ah bah non, pas du tout. Non. Ok. Puis en plus, on est en hiver. Si en été, c'est un peu Ouais, différent. c'est sûr. Mais Ouais. même si j'ai beaucoup d'amis qui portent de la ballerine en hiver aussi, c'est un produit qui va plus plaire au printemps, j'en ai conscience. Donc t'as vendu une quarantaine de paires, en ligne et pas en ligne, tout Ouais. confondu. Oui. Et les marchés de créateurs, t'en as fait vendre un petit peu aussi, non Ouais, puis ça permet. Alors, ça permet, en plus, moi j'ai un souci, c'est que je veux un produit qui s'essaie et qui mérite juste la perfection à l'essai. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont réticents à l'acheter en ligne, s'ils ne l'ont jamais vu ou jamais eu. Oui. Donc, les marchés créateurs, pour moi, c'est super parce que Est-ce ça que me tu permet de touches les exposer, Bien de les sûr. voir et de les faire essayer. Bien Et sûr. puis, après, une fois que les gens en ont une paire, peuvent en acheter une autre, ils savent que dans telle marque, ça leur va. Oui, ils savent que leur taille, Mais c'est voilà. ça. Ouais. Mais c'est pas comme un pull où on va se dire je le prends M ou L, bon, au pire, il sera un peu court, au pire, il sera un peu long. Là, on se dit non, une chaussure, elle va pas, quoi. Et puis t'as pas la surface financière de Sarenza pour dire je vous reprends la chaussure s'il y a besoin. Alors le frais de j'échange, port. hein, je fais des échanges, des retours, j'offre les frais de port après à partir d'un certain montant. Les retours sont offerts aussi à partir d'un certain montant. Donc, D'accord. si je le fais, il n'y a aucun problème pour faire des échanges-retours, mais j'ai tout fait sur le site pour que les gens puissent au mieux avoir la bonne pointure dès le premier coup. Ouais. Et je pense que je l'ai bien fait d'ailleurs, parce que quand il y a eu la campagne, j'appréhendais un peu aussi, j'avais donné plein de conditions pour que les gens puissent regarder comment être sûr que la chaussure maille en telle pointure ou telle pointure. Et puis ça avait marché parce que franchement, j'ai eu 5% d'échange. D'accord. Ce qui n'est pas énorme, quoi. Non, c'est que dalle. Et donc, du coup, c'est quoi le futur? C'est toujours vendre en ligne, mais peut-être plus de moments de confrontation de ton produit avec les clients, type marché créateur, ou des moments comme ça Alors, en fait, le projet, il est de continuer à vendre en ligne parce que moi, ce que je veux proposer aux clients, c'est une chaussure quand même qui démarre à moins de 100 euros. Mhm. Pour du Made in France, je peux pas faire mieux, ce qui veut dire que la marge de distribution, Ouais, je il peux n'y en a pas, pas. quoi. Ok, ouais. Je peux pas. En fait, l'idée, c'est que le consommateur paye ce qu'il a, qu'il paye pas 10 personnes, 10 intermédiaires. C'est pour ça qu'aussi, j'ai encore du mal, mais bon, je démarre, à faire aussi ce qui est des boutiques éphémères ou quoi, parce que ça, il y a aucun problème quand on se met à plusieurs créateurs. Dès on s'imagine pas, mais beaucoup de boutiques éphémères, en fait, c'est des agences derrière qui prennent le bail Ils prennent le bail. et qui demandent un loyer, une commission sur les ventes et une présence. Donc, même ça, entre Même ça, guillemets, c'est trop cher en c'est marge. trop cher. Enfin, c'est trop cher. Oui, c'est trop cher. Sur certains produits, en tout cas, c'est certain que je peux pas. Et c'est surtout que moi, le but, c'est pas que le client, c'est ce que je rappelle, il paye 36 intermédiaires quand il achète sa chaussure. Ouais, Et bien c'est sûr, ouais. ce que je veux montrer. Donc, tout ce qui est marché créateur, tout ce qui est vente privée, tout ça, c'est pas un souci. Je vais essayer de faire un petit peu, mais je vais un petit peu pour voir de la vente à domicile. Parce que je sais que pour avoir essayé sur d'autres produits que ça marchait bien, et je pense que sur la chaussure, ça peut aussi plaire, et ça redevient un mode de vente qui se développe vraiment. Quand on voit la mort du retail classique, Bien bizarrement, sûr. la VAD, ça repart à fond. Donc pourquoi pas? Il y a des marques qui sont hyper connues aujourd'hui, qui ont démarré comme ça et qui font que ça, Ah oui. comme Captain Tortue ou quoi. Enfin, après, on n'aime pas, mais c'est un modèle de vente en tout cas. Donc je vais peut-être voir là-dessus. Et puis moi, c'est un peu étrange et contradictoire ce que je vais dire, mais j'aimerais bien un jour refaire du magasin, mais en nom propre. Avoir ta surface. Ouais. Ok. Et pas, en fait, dans le nom Maison Castille, le nom, je t'ai peut-être pas donné l'explication, mais Castille, en fait, c'était le prénom que je voulais donner si j'avais eu un quatrième enfant, parce que je voulais à tout prix un quatrième enfant. D'accord. Donc je voulais Castille. Bon, Ok. voilà, ça a tout de suite été Castille. Je me suis dit, c'est moi qui décide. Et je me suis dit, bon, Castille tout court, c'est pas forcément génial. Ça fait pas appel forcément à la France en plus. Donc je me suis dit, maison, ça peut être pas mal, parce que maison, déjà, ça fait référence au fait que j'étais architecte d'intérieur. Ouais. Ça fait référence au fait qu'on dit souvent les maisons de haute couture. Et sans faire de la haute couture dans mes chaussures, parce que sinon elles ne seraient pas non plus à ce prix-là, mais c'est un produit quand même qui est très qualitatif pour son prix, qui pourrait normalement, on me l'a déjà dit, pourquoi tu ne vends pas plus cher d'ailleurs, parce que je ne veux pas, mais c'est vrai qu'en termes de finition, il est assez élevé. Je me suis dit, ça fait maison de haute couture, donc c'est joli. Et aussi, la dernière chose, c'est que... Enfin, une des dernières choses, il y en a encore deux, c'est qu'à l'étranger, maison, tout le monde sait que c'est français. Oui.
c'est un mot, on sait tout ce que ça veut dire. Enfin, maison, c'est comme amour. Voilà, on sait ce que c'est. Et donc, je voulais que ça fasse aussi appel à la France. Et je voulais surtout pas, et c'est ça la dernière chose, m'enfermer dans un nom qui me bloquait sur de la chaussure. Je voulais pas que ça fasse appel à la chaussure. Tu veux t'autoriser d'autres lignes de produits dans le futur. Exactement. Ok. Et c'est pour ça que donc Maison Castille, à terme, si je fais du retail, je reviens sur du retail, j'aimerais bien faire quelque chose où on retrouve les ballerines, mais peut-être pas que. Soit faire appel à d'autres créateurs qui viennent exposer, je sais pas, enfin trouver qui soit dans le Made in France, ça c'est juste la priorité. La base, ok. Et puis le côté maison, ça serait aussi de le faire dans des maisons et pas de faire dans des retail en ville où on se gare pas ou quoi. Ouais. Moi je le vois, enfin je sais pas toi, mais qui habite pas en centre-ville mais en proximité, bah, j'ai plus de plaisir. Et d'ailleurs je trouve que les commerces, ça y est, commencent à se monter comme ça et ça dure et ça marche, qui sont en proximité. Et de se dire, bah, moi je sais qu'il y a maintenant, j'ai un libraire qui a ouvert qui vend des livres, des jeux de société, bah, j'ai plus envie d'aller dans Rouen et les acheter. En plus, c'est lui en direct. Je trouve ça sympa. Il y a un rapport à l'humain. Et pareil, il y a une boutique de fringues pour hommes qui a ouvert. Et je trouve ça, j'aime bien ce qu'il fait. Et je me gare facilement, ou je peux y aller même à pied. Et je me prends pas de prunes. Puis c'est pas une franchise. Et puis voilà, on est en direct. Et du coup, je me dis pourquoi pas faire ça dans des maisons, en fait. Et amener, faire des lieux de vie où on trouve des produits pour faire des cadeaux pour soi. Et pourquoi pas, il y a un café, on puisse discuter autour. Voilà, donc ça, c'est un projet. Ça, c'est ce qui est pour... Si je peux continuer sur la France. Et l'autre projet... c'est pour ça que mon site, je vais changer de ma plateforme. C'est pour le passer en multilingue. Donc là, je repars à zéro. Je fais mon site en open source. Donc je reprends. Là, j'ai pas le choix en développeur. C'est d'exporter. Alors, tu dis j'ai pas le choix, je prends un développeur. Tu as des trucs comme WordPress où tu peux, à mon avis, déjà commencer à faire pas mal de choses. En fait, oui. Là, l'idée, c'est de faire des WooCommerce ou des choses comme ça. Ouais, voilà. Mais quand je dis j'ai pas le choix, je prends un développeur, c'est que j'ai pas le temps à perdre. T'as pas le temps, voilà, ok. Mais en termes de tu finiras forcément dans les mains d'un dev à un moment ou à un autre pour plugger des trucs, mais... Oui, il va m'apprendre aussi, tu vois. Mais le gros du gros, tu peux déjà... Mais en fait, là, je lui demande, parce que moi, j'ai pas le temps de redémarrer un site à zéro. Ouais. Ça m'avait pris beaucoup trop de temps, et de redécouvrir une plateforme, j'ai pas le temps. Et en fait, le site, il me le faut pour fin avril. Ok. Parce que c'est une échéance de la mode qui veut ça ou... C'est une échéance pour 2 raisons. C'est que ma nouvelle collection va sortir à ce moment-là. Ok. Et que j'ai la chance d'avoir rencontré des gens dans mon réseau, et mon produit va être présenté dans un magazine aux USA. Ok, donc il te faut de l'anglais direct. Et il est inconcevable que le site soit en FR et les gens tombent sur un site français sans pouvoir, ils feront jamais l'effort. Donc voilà. Donc le site, faut qu'il soit prêt, faut qu'il soit... Avril, t'es en ligne, en anglais, et on doit pouvoir faire une carte bleue depuis New York. Ouais. Ok. C'est ça. Enfin, j'espère. Ouais, carrément. J'espère. C'est top ça. Et de toute façon, oui, parce que alors, la ballerine, c'est très français, c'est international. Alors, c'est un produit français qui a été conçu en France. Ouais. Pour le coup, c'est Repetto qui a quand même conçu la ballerine à l'origine et qui l'a mise à la ville, en fait. D'accord. Surtout ça. Après, c'est un produit qui actuellement est toujours consommé en France. Mais c'est pour ça que je te disais, j'ai pas de cible, c'est assez large. Je le vends vraiment à des femmes de tout âge. J'ai pas de modèle. Parce que c'est que l'image du produit à l'international est typiquement français, comme la baguette ou la tour Eiffel. Alors, il n'est pas typiquement français dans l'absolu. Néanmoins, c'est surtout dans la mode, la France, ça marche à l'étranger. Mais oui, c'est ça. C'est plutôt l'étiquette. Et l'étiquette de la marque française, mais... Moi, mon étiquette, c'est surtout le Made in France, au-delà du Maison Castille. Donc, une marque de chaussures qui soit française, fabriquée en France. Et en plus, c'est vrai que comme la ballerine a cette image de la danse, et la danse, c'est l'opéra, et c'est vrai que c'est garni, c'est tout ça. Il y a 2 populations qui sont assez friandes de ça. C'est les Américaines, enfin les Nord-Américaines de manière générale, et on va dire l'Asie, tout ce qui est Chine, Japon, voilà, où ce serait une deuxième étape, mais step by step. Mais en tous les cas, c'est des clientèles qui sont friandes de ça. Et ben top, c'est ce qu'on peut te souhaiter de mieux, non, je pense. On verra ça. D'aller exporter. Voilà. Ok. Et t'as déjà posé la question à ton fournisseur, enfin à ton usine principale, si jamais après-demain il y a 4000 commandes par mois, ils tiennent la cadence sans problème? Non.
En fait, s'ils tiennent la cadence sur les volumes, le problème, c'est les délais. Aïe. Les volumes, il n'y a aucun souci. Ok. Mais le problème, c'est d'obtenir tout ce qu'on doit avoir pour les faire. Et si je dois faire ça, en plus, c'est-à-dire qu'il faut que je dé modèles existants. Je ne peux pas dire on va recréer un modèle et il me le faut dans 2 mois. Est-ce que toi, tu as tes 16 à 17 semaines qui, de toute façon, sont toujours là quoi qu'il arrive donc, Alors, ce serait toujours plus court de reproduire. Mais après, faudrait vraiment que les volumes soient quand même importants pour qu'ils me passent... Donc en fait, toi, t'es un peu, entre guillemets, condamné là, à court terme à produire d'avance et Ouais. vendre ensuite. complètement. Ah, ce qui est pas confortable du tout, ça. Après, je peux faire de la prévente. La seule chose, c'est que moi, je trouve que c'est pas un modèle à retenir plus que ça dans la durée. Je sais que moi, j'en connais des marques qui font ça, mais elles le font sur du vêtement. Et si les filles ont 1 mois après leur pull, c'est très bien. Mais moi, dire aux gens, vous l'achetez maintenant, et comme ça, je sais ce que je vais produire, et par contre, vous l'aurez que dans 2 mois. Ouais. C'est pas. Donc, voilà, l'avantage que j'ai, c'est que comme je veux pas dépendre des saisons pour faire du durable, Oui. je peux sortir un peu quand je veux mes chaussures. Ouais. Donc, c'est juste à moi de penser des collections d'avance. Et puis, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ouais. Et puis, s'il y en a une qui a marché, je la reproduirai en même temps que les nouvelles que je sortirai. Mais le but, quand même, il est de vendre, évidemment, parce qu'il faut bien que Maison Castille survive, et moi aussi. Mais il est de montrer aussi un nouveau mode de consommation et de ne pas être à l'affût comme on serait à l'affût des soldes, comme on serait à l'affût il y a une nouveauté, elle est jolie, elle est bien, j'en ai besoin, très bien. Mais pas à telle date, c'est vrai qu'il y a la collection printemps, automne, été, automne, hiver. Non, c'est pas ça. Moi, il n'y a pas de ça. Ok. Il n'y a pas de ça. Donc, on verra une collection, on la produit, on la vend, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ouais, exactement. Ok. Et l'idée, c'est plus facilement j'épuiserai mes stocks, c'est peut-être de produire plus à chaque fois. Ouais. Voilà. Mais c'est pas... voilà. Je peux pas là-dessus sur du... Non, je suis sur des flux, malheureusement, qui sont... Donc le futur de Maison Castille, si j'ai à peu près compris ce qu'on a dit là, ça peut être potentiellement une boutique en propre. Ouais. Mais pas forcément en centre-ville, rue du Gros Oui, Horloge. puis une boutique, peut-être pas qu'une. Hein, ce serait aussi de développer le concept de ce format de boutique, maison. Dans une maison typique. Moi, je reviens toujours souvent à ma formation initiale. L'architecture, c'est quelque chose dont je suis passionnée. Ouais. Et j'aime bien. Pour ça, j'adore mon pays et j'adore ma région. D'ailleurs, mes chaussures, elles portent des noms de stations balnéaires, oui. comme on parlait tout à l'heure. C'est vrai que je me dire d'avoir aussi des boutiques dans des maisons où on a cette image d'une maison typique dans chaque région où c'est une boutique, je trouve ça super sympa. Voilà. Ok. Carrément. Donc alors un peu de boutique, quelle que soit sa forme. Voilà, donc ça à étudier, mais on verra. Mais avec des produits Maison Castille au sens large, c'est-à-dire peut-être Oui. après-demain autre chose que des chaussures potentiellement, mais donc là avec un circuit de distribution physique en France, Voilà. Et parallèlement à ça, l'international, enfin en tout cas le online avec plutôt l'international. J'allais dire le online sera pas l'international, le retail classique. Je suis pas sûre que Non. que j'en fasse demain. Hein. Mais après, ça veut dire distribuer. Après, on le sait tous, hein, quand on distribue à l'étranger, on peut aussi changer les prix. Hein, donc pourquoi pas dire ça, hein. Quand on vend à l'étranger, je peux très bien me dire elles seront vendues plus cher parce que c'est à l'étranger, et puis parce qu'elles sont distribuées, et puis c'est tout, quoi. Si vous les voulez, vous les aurez, mais les gens ne se rendent pas forcément compte d'ailleurs. Enfin, nous, c'est pas que notre iPhone, on le paierait moins cher en allant aux États-Unis. Hein, Oui. Non, mais c'est exactement la même chose, quoi. Oui, et puis c'est entendable. Et c'est entendable. Voilà, donc elles seront peut-être distribuées par d'autres réseaux si ça venait à prendre. Et puis c'est surtout parce qu'au bout d'un moment, moi j'aimerais bien grossir aussi, mais je pense qu'il y a un chemin à prendre, il faut le prendre doucement, mais sûrement. Mais je ne peux pas tout gérer. Et je ne vais pas embaucher quelqu'un qui va aller s'occuper là-bas, de dire alors faire connaître la marque ou quoi. Donc je pense que c'est pas mal à un moment de distribuer parce que les gens, en fait, ils achètent les chaussures et puis ils les revendent. Et puis c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Ouais. Voilà. Ouais, ils ont l'habitude de leur marché, ils savent ce qu'ils font. Exactement. Ils savent ce qu'ils font. Et ça rejoint ce que tu disais, où je peux peut-être produire plus à ce moment-là parce que eux vont me les acheter en amont. Ils vont dire, moi j'en commande 500, donc moi je sais qu'elles sont vendues, quoi. Ouais, puis t'es plus confort. Puis je les reprends pas, quoi. Ouais, tu fais moins de nuit blanche, quoi. C'est ça. C'est ça. Ok. Cool.
À 3 ans, c'est quoi ton ambition la plus folle pour Maison Castille? Tout fonctionne comme tu as envie, il n'y a pas de galère, ce qui n'arrivera pas. À Euh, 3 ans, j'aimerais bien, c'est un peu, s'il m'entend dire ça et tout, que mon mari m'ait rejoint dans mon activité. Tu l'absorbes dans ton activité. Ouais, Génial. j'adorais. Ça, c'est ambitieux, ça. J'adorais parce qu'on fait pas du tout la même chose à l'origine, donc au moins il aurait sa partie, j'aurais la mienne. Mais je serais super fière, Et tu le supporterais 24 heures sur 24? carrément. Carrément. Ça, Depuis que je le connais, il est jamais là. Donc, chaque fois qu'on se voit, c'est que pendant les vacances où c'est assez rare. Et franchement, on a quand même fait 3 enfants, donc je pense que je supporterais. D'accord. Voilà. Non, tant qu'on n'est pas. De toute façon, on est très différents. Moi, je suis une créative. Lui, c'est tout l'opposé. Donc, on stresse. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à m'apporter. Et en plus, j'ai besoin d'un associé. Donc, là, c'est vraiment aussi un projet que j'ai à court terme. C'est de me faire suppléer de quelqu'un parce que je peux pas tout gérer. Il y a des choses que j'aime pas en plus. Les réseaux sociaux, je déteste. Bon, eh bien, écoute, je crois que j'ai trouvé le slogan. Projet de Maison Castille à 3 ans, racheter ton mari. Voilà. C'est génial, ça. Va falloir que franchement j'y arrive. Eh ben, c'est bien, c'est ambitieux. Super, bah écoute, on a fait un bon tour, Victoria, de toute l'histoire quand même de Maison Castille qui ne fait que commencer, mais avec. Oui, c'est que le début. Ouais. C'est que le début. C'est top. Est-ce que tu nous recommanderais peut-être un petit contenu, quelque chose que tu aimes bien pour les gens qui nous écoutent Alors on parlera bien sûr sur le descriptif du podcast de tous les liens pour Maison Castille, comment on fait pour se rendre sur le site, etc. Peut-être aussi tu vas nous en parler après d'un Instagram ou différentes choses. Mais j'aime bien aussi parfois partager avec les gens qui nous écoutent un contenu, un bouquin, un livre, Moi ça musique, va être... la musique, j'aime beaucoup de choses, donc pas forcément, mais sinon ça en sort pas. Non, en fait, ça va être un livre qui va avec un lieu. Ouais. Et ça revient à ce que je disais sur ma passion première. Ça va être le lieu, c'est le château du champ de bataille. Le livre, c'est le livre sur le château du champ de bataille de Jacques Garcia. J'y suis allé, c'est dingue cet endroit. C'est un endroit ouf. C'est un endroit. Alors ça, c'est une réussite incroyable pour le coup, ce monsieur. J'adorerais le rencontrer s'il m'entend. Et que j'ai déjà aperçu, mais bon, j'ai pas eu l'occasion de parler avec lui. Mais ouais, c'est quelqu'un qui, en fait, moi, me fait rêver parce que c'est un endroit qui me fait rêver quand on sait comment il a récupéré le château, dans quel état il était, ce qu'il en a fait. Et le savoir-faire, les métiers qui sont intervenus, tout ça, il sauvegarde. En fait, il sauvegarde une culture, il sauvegarde une histoire, il sauvegarde tout ce que moi j'aimerais demain pouvoir remettre en fait dans Maison Castille. Donc, ce livre, si les gens sont trop loin, ce livre sur ce château, il est non seulement le support est somptueux, mais il fait rêver. Enfin, en voyage, quoi. Et puis il faut aller visiter pendant les journées du patrimoine, c'est possible. Moi, j'ai eu la chance de le faire. Et c'est moi aussi, je l'ai fait la dernière fois comme ça parce que ça permet de visiter le château gratuitement. Parce que le château, c'est quand même pas donné sinon pour le visiter et c'est pas simple. Alors, plus que le château, je me suis éclaté sur tout le reste en fait, sur le palais indien. Oui, non, mais même tout ça, ça se visite pas autrement. Il ouvre pas. En fait, on peut je visiter me que le parc rappelle normalement. d'une dame, on croise une dame qui nous dit il y a les serres à faire. Et moi, je croyais que c'était des serres en plastique, tu vois. Et je dis ça va aller. C'était ma femme qui m'a emmené là-bas avec les enfants. Je dis bon, les serres, c'est gentil, c'est pour voir trois choux pousser. Pas vraiment. C'est Indiana Jones le truc, quoi. Ouais, et puis là, je crois qu'il viendrait ouvrir un dernier truc où je sais plus comment ça s'appelle, où justement c'est une sorte de Machu Picchu. Où en fait à l'extérieur c'est vraiment c'est un peu comme une pyramide d'ailleurs en pierre, un truc un peu inca, et en fait à l'intérieur il a encore trouvé une thématique folle. C'est vraiment de toute façon ce jardin c'est un cabinet de curiosité comme l'intérieur du château, mais c'est toute la folie de l'époque où on voyageait et on reproduisait ça dans des parcs. Et à l'intérieur, il a reproduit des cascades d'eau. Moi, ça m'a fait penser à un truc que j'avais vu il y a longtemps. C'était Lara Croft. À un moment, elle est dans un truc où il y a de l'eau, les statues se lèvent, ça ouvre, je sais pas quoi, les portes s'ouvrent. Et là, ça a l'air juste incroyable avec la nature qui rentre. C'est magnifique. Alors, les serres, c'est déjà ça. T'as déjà des cascades et tout. C'est complètement dingue. Hein. Donc, et là, c'est dans un. nouveau. Là, ça vient d'ouvrir. Hein. Donc, ok. Ce sera. Voilà. Donc, un lieu, un endroit qui m'inspire et qui je trouve fait rêver tous les âges. Enfin, je sais pas à toi, mais moi, les enfants, ils ont adoré. Ah ouais, on a tous adoré. Ouais. Voilà, c'est un truc à faire vraiment ensemble. Et donc voilà, c'est aussi un bouquin. Ok, écoute, je le mettrai dans le descriptif avec un grand plaisir. À quel endroit est-ce qu'on te contacte sur le monde merveilleux du web Alors, plein d'endroits. LinkedIn, donc avec Victoria Soubran ou Maison Castille, les deux y sont. Sur Maison Castille, donc @MaisonCastille, aussi simple que ça, sur Instagram. Pareil pour la page Facebook.
Et puis, Twitter, j'y suis pas trop. Non, Twitter, en fait, c'est ce que je te disais, j'aime pas les réseaux sociaux. J'ai pas le choix. Mais j'ai l'impression d'être une vieille là-dessus. Ça me prend trop de temps, donc je peux pas tout faire. Donc, je me suis cantonnée à ça déjà. Ok. Et puis, le site internet, les gens peuvent écrire et forcément, ils m'ont. Et en plus, bientôt, on pourra même le faire en anglais. Ouais, donc, avec mon anglais exceptionnel. C'est top, super. Victoria, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à toi. Je publierai ça dans les semaines à venir. Tu seras bien évidemment prévenu en amont. Merci à toi, à très bientôt. Merci Jean. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez m'aider à le faire connaître en vous abonnant sur iTunes, Spotify ou Deezer. Pensez à noter 5 étoiles ce podcast sur iTunes et n'hésitez pas à partager à 2 personnes de votre entourage. Pour me contacter, envoyez-moi un email à l'adresse contact@cibpodcast.com. À bientôt.